c'est que du coup, des gens m'ont acheté des livres pour plusieurs, dixièmes de Oui, oui. Bitcoin. Sauf que moi, je l'ai oublié. Donc je me suis retrouvé en 2019 avec un mail de Coinbase qui me dit au fait votre compte est toujours là, et moi je vais sur le compte de Coinbase et là je me retrouve avec plusieurs milliers d'euros de Bitcoin en fait. Et en fait c'était genre 3 livres que j'avais vendus à 29 $. Personne qui vient chez toi et qui dit bonjour, oui maintenant vous êtes écrivain en fait, enfin, tu vois, ou auteur ou ce que tu veux. C'est ça. C'est qu'en fait c'est un truc que tu fais. Je trouve quand tu fais de l'auto-édition, tu gardes 95% du chiffre d'affaires que tu fais. Donc c'est largement rentable dès l'instant. Tu peux l'acheter sur internet. Si t'es pas content, tu m'envoies un mail, tu me dis je suis pas content, ton livre est nul et je te rembourse. Et je pense que j'ai remboursé 20 personnes, tu vois, sur les 25 000 que j'ai vendus, Ouais. quoi. Donc vraiment, aucun problème. J'avais aucun problème avec ça. Écrit dans les commentaires quel est l'intérêt de ce livre. Tout ce qu'il y a dedans est gratuit sur internet. J'ai trouvé ça absolument génial parce que je me suis dit le mec a raison. Je valorise toujours mon temps. C'est-à-dire que je sais que si je passe 1 heure à faire un truc, dans ma tête c'est 1 heure, c'est 100 euros. Donc si je dois passer 1 heure à faire un truc, je dépense mon temps comme je dépense mon argent. Julien Danjou, un homme aux multiples casquettes. Julien est développeur, entrepreneur, podcasteur et également auteur. Il est parmi nous aujourd'hui pour parler de ses livres et de son parcours d'auteur. Julien a vendu plus de 25 000 exemplaires en une décennie. Julien, bienvenue dans le podcast Entre les pages. Merci Hervé. Première question. Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi en quelques mots. Qui es-tu? Qui suis-je en quelques mots? Eh ben, je m'appelle Julien, j'ai 42 ans maintenant et je suis à la base plutôt quelqu'un que je qualifierais comme ingénieur logiciel. C'était mon premier métier, et première vocation. Et toujours celle que je pratique en fait finalement aujourd'hui entre les lignes sous différentes formes et puis le métier évolue pas mal surtout en ce moment. Donc c'est ma première vocation et effectivement ce qui m'a amené petit à petit à m'intéresser à l'écriture finalement, ce qui est un peu le sujet de ce Tout à soir. fait. Pourquoi? Par hasard, mais j'ai toujours consommé pas mal de bouquins, bon, de manière je dirais de littérature de manière générale étant plus jeune, mais aussi de bouquins tech. Quand j'ai commencé il y a bientôt 25 ans, même plus de 25 ans à faire de la tech, en fait j'ai beaucoup consommé de contenu forcément écrit parce qu'au début d'Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas de vidéos. Donc si tu veux du contenu, il fallait lire. Et du coup, j'ai forcément beaucoup, beaucoup lu, même des bouquins papier, le truc là qui vient du bois, qu'on utilise moins maintenant, mais ça sert encore. Et du coup, je pense, c'est un peu le truc qui m'a donné envie, il y a plus de 10 ans, d'écrire un premier livre sur le côté tech et de partager un peu ce que je savais faire. Il y avait le côté un peu repartager ce que je savais faire. Il y avait le côté aussi absolument pas littéraire, mais mercantile, qui est, tiens, est-ce que je peux vendre un truc sur Internet? Est-ce que je peux vendre un livre, etc. C'était pas un truc qui se faisait tant que ça, finalement, il y a 10-15 Mhm. ans. Tout à fait. Donc c'est ce truc-là qui m'ont un peu amené à faire tout ça. Et sous ma casquette première d'ingénieur logiciel, qui écrit des logiciels, beaucoup d'open source, c'était un peu ma marque de fabrique pendant très longtemps. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, moins parce que c'est un peu moins mon métier d'écrire du code, mais j'en ai fait pendant presque 25 ans là, de l'open source. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière à écrire des logiciels libres. Donc voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de pour qui sont tes livres, donc à destination des développeurs, mais encore. Ouais, principalement le premier livre j'en ai écrit deux. Le premier, je l'ai mis à jour quelques années après, mais ça reste une réédition. J'ai écrit deux livres qui tournent autour de Python, donc un langage exactement. Ouah, tu es un grand collectionneur. C'est mes deux premiers livres, effectivement, et qui sont des livres sur Python, donc un langage de programmation informatique qui existe depuis les années 90 et que moi j'ai commencé à découvrir autour de mémoire de 2007, je crois. J'ai commencé à faire du Python parce que je venais de Perl à la base. J'avais fait pas mal de Perl au début des années 2000. J'avais rencontré des gens qui faisaient du Perl, qui m'avaient appris à en faire, qui est un autre langage de programmation qui est beaucoup moins usité de nos jours. Et je suis tombé dans Python, l'approche programmation par objet, je trouvais ça cool. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un bouquin. Et j'ai dû acheter, je pense, un bouquin de chez Oreilly ou un truc comme ça, assez classique pour apprendre Python. Et j'ai commencé à faire des petits projets et j'ai eu la chance de vraiment devenir développeur Python début des années 2010. Donc 2010, ouais, 2010-2011.
où j'ai commencé à bosser sur des vrais gros projets Python, pareil du côté open source. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à apprendre plein de trucs que je voulais partager. Et en fait, j'ai commencé par écrire sur un blog. J'ai commencé à bloguer au début des années 2003-2004, je pense. Donc, bah, il y a une vingtaine d'années. Et de partager beaucoup de trucs, mais j'ai beaucoup plus fait autour de Python, je pense au niveau des années 2010, 2011, 2012, où vraiment je faisais beaucoup de trucs en Python. Et j'en avais un peu ras-le-bol de me répéter beaucoup de fois la même chose dans genre des code reviews ou à des collègues ou dans des conférences, etc. Donc je suis à écrire sur mon blog des trucs du genre des best practices, c'est-à-dire des bonnes pratiques sur tel ou tel sujet, tel ou tel aspect. Et je me suis rendu compte je pense, en apprenant Python avec les mains dans le cambouis, comme on dit, et qu'en fait les livres sont assez bons de manière générale. En tout cas, c'est mon sentiment sur le livre en informatique à l'époque. T'as beaucoup de livres qui t'apprennent les bases d'eux et comment tu vas de 0 à 1. Et ça, c'est cool parce que tu en as besoin, mais après, c'est souvent ce que tu trouves le plus sur Internet aussi. Alors, les tutoriels de comment on écrit Fibonacci en tel langage, etc. Donc, c'est un peu toujours pareil. Mais tu as rarement des livres qui te poussent de 1 à 100, c'est-à-dire comment tu fais pour vraiment scaler ton truc et aller à l'étape d'après, quoi. Et c'est un peu le truc c'est le truc qui me manquait moi en termes de finalement de livres et tout. C'est un peu l'aventure dans laquelle je me suis lancé avec ces livres-là, c'était de se dire est-ce que je peux faire un bouquin que moi j'aurais eu envie de lire, parce que j'ai rien contre les bouquins entre guillemets débutants et de 0 à 1, mais souvent ça m'ennuie, je les finis pas quoi. Donc en fait au bout de 20 pages, t'es ouais bon j'ai compris c'est bon et tu te mets devant l'ordi et tu tapotes quoi, et puis C'est ça. t'apprends en faisant en fait, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est t'apprends, tu fais des erreurs, le compilateur te crie dessus et tu dis ah oui ok c'est pas comme ça. Et bon c'est moins, tu sais comment c'est moins, c'est plus interactif qu'un livre, c'est moins ennuyeux et le livre te sert de support si tu as besoin, mais assez vite, un moteur de recherche finalement ça fait assez vite l'affaire. Donc les livres Tout à débutants, fait. j'avais un peu du mal. Des fois on me demande d'ailleurs des conseils sur ce genre de bouquin et je suis toujours nul 20 ans après. Je dis bah je sais pas, n'importe lequel en fait, c'est tous entre guillemets, c'est tous pareil. Ils t'expliquent la doc de base que tu as sur internet, mais tu l'as en papier si tu préfères en papier ou sur ton livre électronique ou quoi que ce soit. Mais et moi, je veux le livre d'après, en fait, le truc qui va me dire, ah, ok, donc tu as les briques de base, et maintenant, comment tu fais pour faire x10, x100 sur ce truc-là, pour vraiment l'utiliser à balle, quoi. Et il n'y a pas ça, souvent, il n'y a pas ce truc-là, parce que bah, ça dépend ce que tu fais. La réponse, c'est un peu, ça dépend ce que tu fais, ça dépend, etc. Donc, effectivement, ça dépend ce que tu fais, mais il y a souvent les trucs qu'on fait tous pareil, c'est genre, ok, comment tu fais du HTTP, et du HTTP qui scale, parce que quand on fait alors, si tu fais pas de web et que tu fais Tout à fait. du machine learning, c'est sûr que le bouquin ne servira à rien. Mais quand même, un jour, tu feras du HTTP. Ouais, c'est un des sujets de scaling Python où en fait, tu dis bah, comment tu fais du Python distribué, du Python, etc. Et c'est des patterns en fait que tu trouves pas toujours tout le temps, mais finalement qui ont intéressé pas mal de lecteurs parce que j'en ai distribué une bonne, ouais, quelques milliers et j'ai eu pas mal de feedback en fait au fur et à mesure des années où les gens me disent bah, c'est super cool parce que c'est des trucs qu'on trouve nulle part ou des fois tu trouves ça, j'ai pas non plus inventé l'eau chaude, tu trouves ce contenu de manière disparate sur internet un peu partout, tu peux le trouver toi-même si tu veux, mais à l'époque, il n'y a pas de ressources où en fait tu dis comment je fais une appli qui scale sur 200 nœuds, un peu ce qu'on faisait dans le projet OpenStack à l'époque en Python, qui est une plateforme de cloud computing donc distribuée sur plein de serveurs, etc., qui sont des patterns assez avancés en termes d'architecture. Des trucs que tu pouvais rencontrer si tu bossais chez Google, mais quand tu bossais dans l'open source, tu n'avais pas ce genre de données sur comment je fais pour faire des trucs qui marchent comme ça. Bah, avec mon petit Python à la maison, quoi. Et c'est cool de voir que tu peux faire ça avec la techno et le langage n'est pas limité à juste la suite de Fibonacci que tout le monde C'est ça. implémente 10 fois au début, quoi. C'est ça, c'est ça. À titre perso, je sais que Scaling Python m'a bien aidé, en tout cas, pour avoir bossé dans la haute disponibilité. Ça a été un peu ma Bible pendant un certain temps, et je confirme. On a tendance à souvent à trouver des livres de débutants, comme tu dis, et dès qu'on veut des sujets un peu spécifiques ou des patterns un peu exigeantes, c'est vraiment le genre de bouquin qui peut te faire passer au step supérieur. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours de publication. Est-ce que tu es passé par un éditeur traditionnel ou par de l'auto-édition ou un mix des deux ou comment ça s'est passé concrètement? Alors en fait, je me suis rendu compte, c'est un peu tout est un hasard, la vie est un hasard. En fait, j'ai commencé à écrire sur mon blog des articles de blog un peu random sur différents sujets autour de Python. Et je suis tombé, je ne sais pas comment j'ai oublié, mais par hasard sur le blog d'un monsieur qui s'appelle Nathan Berry. Ça devait être en 2014, de mémoire, 2013-2014. Et je tombe sur le blog de ce gars-là qui est un gentil monsieur d'Internet qui a un blog aussi et qui s'est mis à publier dans les années 2012-2013 des bouquins sous forme de PDF.
sur le design d'applications iOS, ce genre de choses, vraiment un peu tout ce qu'il faisait, lui, il s'est mis à écrire des bouquins. Et il parle sur son blog que en fait, finalement, il arrive à distribuer ses bouquins tout seul, qu'il arrive à vendre, il est assez transparent sur les chiffres à l'époque, autour de 100 000, 150 000 dollars par an de livres. Et du coup, je me dis, c'est ouf, le mec fait des bouquins et il écrit des bouquins et il vend des PDF pour 150 000 dollars par an. Je me dis, il y a quand même un truc assez ouf. Je me dis, mais genre, j'aimerais bien faire ça, mais ça me paraît quand même super difficile. Et en y réfléchissant un peu, je me dis, bah en fait, il explique comment il fait un peu sa méthode, etc. Et il en écrit un livre qui s'appelle Authority. D'ailleurs, faut l'avoir là, regarde, tu vois. Je suis toujours dans ma collecte. Un livre. Alors, je l'ai lu en PDF à l'époque, tu vois, mais il existe en papier aussi. Et, Mhm. euh, et en fait, je l'ai dédicacé par Nathan, du coup, très gentil, et quand il me l'a Cool. envoyé, parce que en fait, je suis dans l'édition, dans une des dernières éditions, je suis dedans comme finalement témoignage de un peu sa méthode. Et sa méthode, c'est juste de dire, bah, en fait, construis ton autorité, parce que j'avais déjà un blog à l'époque, et j'ai eu déjà un peu le monsieur qui connaît bien Python à l'époque. En tout cas, j'ai fait partie des quelques-uns qui, pas que j'étais un expert en Python plus que d'autres, mais j'en parlais, et j'écrivais des trucs. Ce qui est déjà, fait de toi un expert, c'est juste que tu connais bien un sujet, tu as fait toutes les erreurs possible du domaine. Donc je connaissais bien Python et ce qu'il fallait faire et pas faire. Et j'écrivais régulièrement sur ce sujet-là. Donc à partir de là, je me suis dit, bah en fait, j'ai un peu d'expertise et entre guillemets d'autorité au sens expertise. Et en fait, si je compile ça dans un bouquin, je vois bien ce que j'ai déjà fait, je vois bien ce qui pourrait manquer dans un truc comme ça. Et si j'écris le bouquin que moi j'aurais eu envie de lire, ce que je disais tout à l'heure, finalement, il y a un truc à faire. Je me dis pas, je vais aller chercher une maison d'édition parce que j'ai un peu le sentiment, et maintenant encore plus, que c'est pas forcément le modèle qui va me convenir. Parce que pour des raisons déjà, enfin, encore une fois financières, je vois très bien comment marche le monde de l'édition et c'est pas fou. Et moi, je suis plutôt un entrepreneur qui est un écrivain. Donc je me dis, je Mhm. vais monter un truc, je vais monter un site web, je vais écrire mon bouquin et je vais le distribuer tout seul. Et je commence à voir comment construire une communauté, ce qui donc maintenant est devenu un peu un truc standard, etc., où les choses c'est beaucoup plus processé et industrialisé. Tout à Mais moi à fait. l'époque, c'était encore un peu le début. Et donc, voilà, je commence à monter une petite newsletter avec les gens qui suivent mon blog, etc. À annoncer à droite à gauche dans les communautés où je traîne, open source ou autre, ce que je fais. Des gens qui lisent mon blog, voilà, qui attendent mon bouquin qui sort. Donc, je fais un peu une sorte de waiting list classique, etc. Et du coup, je vois que ça prend, que j'ai quelques centaines d'inscrits qui me disent, ah bah c'est cool, j'aimerais bien lire ton bouquin, ça peut être intéressant. Et donc, je fais ça et je me retrouve avec bah, un livre à écrire du coup, parce que des gens l'attendent. Je l'ai pas prévendu, mais j'avais quand même un peu en mode genre, bon, bah maintenant il faut que je le fasse. Et je l'ai fait, du coup, je l'ai fait sur. Ouais, je pense que le premier, j'étais assez rapide, je pense que j'ai dû mettre 6 mois à l'écrire. J'ai passé pas mal de temps aussi à bosser sur la chaîne de compilation, c'est-à-dire, moi, je voulais pas écrire dans Word, je voulais écrire. C'est mon côté geek, mais à l'époque, c'était du ASCII-Doc, je crois. Mhm. Aujourd'hui, ce sera peut-être du Markdown, un truc comme ça. Mais écrire vraiment un truc en texte, que pas que ce soit. J'aurais pu faire du latex aussi, mais c'était un peu trop bas niveau, entre guillemets, pour moi, j'avais un peu la flemme de faire ça. Mais je voulais vraiment faire un truc où c'était facile d'écrire et bah voilà, après j'avais un peu suivi la méthode de Nathan à l'époque et j'étais vraiment sur un mode où j'écrivais non-stop pour vraiment me dire voilà, je publie. Et c'est une des difficultés, je pense, quand t'as pas d'éditeur, c'est que t'as personne derrière toi pour te dire hey, t'as une deadline quoi. Donc faut être un grand garçon et avoir une certaine discipline. Parce qu'au début, t'es motivé, c'est comme le sport ou n'importe quoi, t'es motivé les 2 premières semaines et au bout de 2 semaines, bon, finalement, voilà. Donc, faut de la discipline et se dire, ok, je vais y arriver. Ce que j'ai réussi à faire à l'époque. Et du coup, j'ai réussi à m'auto-publier, finalement. Ce qui était un peu le même modèle que Nathan, à m'auto-publier, et à mettre du coup en place me vendre moi-même mes PDF, finalement, de mon e-book sur Internet, et mettre en place aussi de l'impression, parce que comme tu montrais, il existe en papier aussi, à mettre en place une plateforme pour imprimer, etc., envoyer à la demande les livres en papier pour ceux qui le voulaient en papier et pas en PDF. Ce qui restait finalement assez peu de gens à l'époque, fin de mémoire, c'était genre peut-être 15 ou 20% des ventes qui étaient en papier, la majorité était quand même en électronique, ce qui était Mhm. assez pratique. Mais donc vraiment mettre ça en place et de faire de l'autopsie, ce qui a été pour moi une super école de la vie, un peu comme la Ouais. rue finalement. Mais en fait j'ai appris tout, j'ai appris le marketing, la publication, le fait de bah, quand tu écris un bouquin, il faut le faire relire. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir tes potes, tu fais est-ce que tu peux relire mon livre? Mais bien sûr Julien, je vais relire ton livre. Bon écoute, je vais pas trop t'en demander, voici le premier chapitre, tu peux le relire. Et puis au bout de 2 semaines, tu fais eh, tu l'as relu mon chapitre? Non, non, mais je le fais ce week-end là. Lundi. Est-ce que t'as relu mon chapitre? Ah non, j'ai pas eu le temps, désolé, mais non, bah c'est bon, ça marche pas. Donc là, tu vas sur une plateforme type Fiverr et tu fais bonjour, je cherche quelqu'un pour relire un livre, s'il vous plaît. Et tu te dis bon, bah je vais mettre mon argent dans le truc, quoi. Et tu fais relire ton livre. Donc en fait, tu fais l'éditeur toi-même et t'avances les frais
voilà, enfin, à C'est l'époque, cool. je me suis dit, tant pis, on verra bien, ça fait partie du délire, quoi. Et c'est pour ça que c'est un peu un mode entrepreneur, c'est vraiment le cas de tous les gens qui veulent écrire et qui sont plus dans un mode peut-être artistique, selon ce que tu fais. Moi, c'est pas un livre au sens artistique, c'est un livre très technique et très. Voilà, on écrit des trucs pour savoir comment marchent les programmes, mais on n'est pas sur des Ouais, romans ou autre. Donc c'est un peu différent, je pense. Mais en tout cas, ça, je l'ai vu plus vraiment ça comme un côté entrepreneurial. Et j'ai fait ça pour le premier, j'ai refait ça pour le deuxième finalement, ce qui était plus facile et plus difficile. Je pense que j'ai eu plus de mal à me motiver pour le deuxième. Par contre, c'était plus facile parce que quand tu as déjà une base et une communauté, du coup, là, c'est assez génial de pouvoir en fait rappeler les milliers de gens que j'avais sur ma liste où j'envoyais des trucs sur Python, des cours de Python, qui avaient déjà acheté mon premier livre et de pouvoir juste en un claquement de doigts dire en fait, les gars, j'ai fait un deuxième livre, il parle de ça. Et te retrouver avec une centaine, enfin des centaines de personnes derrière qui font super et bim, t'écoutes ton deuxième livre et tu vois, ça marche, t'es lu. Moi, j'ai toujours eu une politique en plus, pour les gens qui osent pas faire ça, ma politique, c'est toujours été de mon livre, tu peux l'acheter sur internet. Si t'es pas content, tu m'envoies un mail, tu me dis je suis pas content, ton livre est nul et je te rembourse. Et je pense que j'ai remboursé 20 personnes, tu vois, sur les 25 000 que j'ai vendus, ouais. quoi. Donc vraiment, aucun problème. Et j'avais aucun problème avec ça. Les gens me disent ah, mais je vais garder le PDF. Garde le PDF, c'est qu'un PDF. Mais finalement, t'as 24 980 personnes qui sont juste contentes et honnêtes et qui vont juste, voilà, te retrouver, te dire bah c'est super, je suis content, j'ai appris des trucs, ça valait le coup, j'en ai pour mon argent. Donc ça, c'est assez cool. Donc j'ai finalement choisi l'auto-édition. Dans un premier temps, dans un second temps, je crois que c'était en 2019 de mémoire, j'ai été approché par un éditeur. Enfin, je suis tout souvent approché par des éditeurs depuis plus de 10 ans, qui veulent te donner 3 francs 6 sous pour écrire un livre qui prend des heures. Donc c'est clairement pas un très bon move de mon point de vue, sauf si vraiment tu es retraité, tu n'as rien à faire. Ouais. Mais j'ai un éditeur qui m'a approché, qui est Nostarch, qui m'a dit oui, pourquoi pas. Je lui ai dit ok, mais moi le deal, si je bosse avec vous, c'est que je garde mon auto-édition et vous éditez le livre de votre côté. Et le livre était un peu vieux, il avait déjà 5 ans, et donc on l'a remis à jour ensemble. Donc ils ont fait l'éditeur, le boulot d'éditeur, donc le boulot qui est ultra casse-couille parce qu'en fait ils relisent, ils machin, ils te font bosser dans des fichiers doc, enfin l'horreur, tout ce que je voulais pas. Donc Ouais. je l'ai fait aussi parce que je pensais que c'était une bonne façon de relancer mon bouquin, ce qui a été le cas. Et ça, comme à l'époque, j'avais pas vraiment le temps de m'en occuper, moins que les quelques années auparavant, ça m'a quand même pas mal aidé d'avoir ce côté-là. Et il le pousse toujours aujourd'hui d'ailleurs. Alors le livre est un peu vieux maintenant, je ne conseillerais pas aux gens de l'acheter. D'ailleurs, plus personne n'achète mes livres. En tout cas, moi je les ai toujours en ligne sur internet. Ils sont toujours là, je m'en occupe pas, mais j'en vends un par an et ne l'achetez pas Ouais, parce tu qu'il est vois. vraiment vieux. Il n'y a plus aucune info dedans qui est entre guillemets à jour. Alors les bases théoriques sont toujours bonnes, etc. Mais ça doit représenter 20% du bouquin à tout casser. Le reste est très pratique et du coup plus rien n'est vraiment à jour et intéressant. Mais du coup eux continuent de le pousser parce que bon voilà souvent des bundles de bouquins Python, trucs comme ça et voilà ils font un truc un peu comme ça. Donc c'est rigolo. Mais du coup je suis passé pour les éditeurs pour ça. Et l'autre truc où je suis passé pour les éditeurs, c'est que j'ai des éditeurs étrangers, c'est-à-dire en l'occurrence chinois ou coréens, qui m'ont contacté pour traduire le livre. A priori, de ce que j'en comprends, c'est pas des gens qui lisent forcément beaucoup de bouquins en anglais, ce qui est peut-être d'ailleurs vrai en France aussi. Je suis pas forcément très, mais c'est sûrement encore plus vrai en Chine en l'occurrence et peut-être en Mhm. Corée. Je connais pas bien la Corée. De lire de l'anglais, c'est pas forcément leur tasse de thé. Du coup, j'ai des éditeurs qui m'ont demandé de pouvoir le traduire, donc j'ai vendu les droits à des éditeurs à l'étranger pour qu'ils puissent traduire le livre en chinois ou en coréen. Donc ouais, c'est assez rigolo aussi. Cool. A Decade of Writing Books and Selling 20,000 Copies. C'est le titre d'un de tes articles de blog. Quand tu regardes ces 10 années qui se sont écoulées, c'est quoi les grandes étapes et les moments charnières selon toi? Bah, je pense que comme je disais, c'est le premier. Enfin, le premier, quand tu fais vraiment le premier bouquin, c'est un peu le. C'est un peu mettre le process en route, c'est le plus difficile, je pense. C'est toujours si tu fais de l'auto-édition, c'est de mettre le process. Pour écrire un livre, ouais, je pense qu'il faut soit une motivation incroyable, soit, dans mon cas, plus de discipline. Et quand tu mets en place ce process-là, ça paraît beaucoup plus facile en fait après. Même si tu as beaucoup d'inconnus, tu as un côté très entrepreneurial quand tu fais l'auto-édition. Mais quand tu as fait tout ça la première fois, je pense que c'est un peu le moment où je me suis dit, ok, maintenant je pourrais le refaire. D'ailleurs, je l'ai tellement bien refait que je l'ai, entre guillemets, vendu à un pote, à Dimitri, Mhm. qui est un de mes bons amis, qui avait fait la même chose sur lui PostgreSQL, qui est une technologie de base de données pour ceux qui ne connaissent pas. Et il a fait le même modèle que moi, parce que je lui ai dit en fait tu devrais faire ça, tu es un expert en PostgreSQL, écris un bouquin, moi je te dis comment j'ai fait le mien, donc on a passé plusieurs soirées, beaucoup trop de soirées à discuter de comment j'avais fait,
pour qu'il me copie. Il m'a copié, j'ai dit c'est trop bien. Et j'ai dû le motiver pendant, je pense, bien 6 mois, un an. Et après, il a eu le déclic en disant ok, mais en fait, je vais juste écrire des fichiers Markdown avec tout un truc, etc. Il s'est mis à fond dedans pendant plusieurs mois. Là, son bouquin, je pense, cartonné encore plus que le mien. Je sais pas combien il en a vendu, mais bien plus que moi. Je Et l'ai acheté 2 fois. ouais, voilà, bon, bah, tu vois de quoi je parle. Et son bouquin est génial, et je Ah, l'ai grave. aussi. Il me l'a offert, il est trop bien, le contenu est ouf. Et j'ai pas tout lu, mais j'ai appris des tas de trucs que je connaissais pas parce qu'il y a plein de trucs super pointus sur Postgre que j'utilise même pas encore aujourd'hui, mais bref. Et ouais, donc tu vois, quand t'as déclenché ce truc-là, du coup, tu passes du côté en fait presque syndrome de l'imposteur, etc., que tu peux avoir dans ce genre de situation, à ouais, bah en fait je sais le faire une première fois, et ça, c'est vraiment cool parce que ouais, t'as ce côté-là. Moi, le fait d'avoir appris, tu vois, le marketing, parce que du coup, ton bouquin, si tu l'écris, tu le mets sur internet, c'est d'ailleurs que ce soit un bouquin ou n'importe quoi que tu fasses sur internet, personne Bien ne va sûr, venir te chercher, quoi. bien Donc sûr. ce côté-là de devoir aller chercher les gens, dire bah ok, je vais devoir, c'est super dur. Surtout pour, tu vois, enfin, j'ai plutôt un profil de type ingénieur, hein, pas école de commerce, donc ce sont des Mhm. gens galères de ouf, quoi. Mais après, c'est côté challenge et c'est un peu le côté presque sportif du truc où tu dis, bah en fait, vas-y, on va voir si je peux le faire, on va voir si ça marche, on va tester. Moi, j'aime bien ce côté, tu vois, fake it until you make it, donc on va faire semblant d'être vraiment écrivain et on verra bien si ça marche. Et c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a jamais personne qui vient chez toi et qui dit bonjour, oui, maintenant vous êtes écrivain en fait, enfin, tu vois, ou auteur ou ce que tu veux. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est un truc que tu fais et si tu le fais, tu deviens, ton identité vient de ce que tu fais. Bon, bah, du coup, tu écris des livres, du coup, tu es auteur, voilà, après, Mais les livres fassent ce je qu'ils veulent. pense que tu deviens légitime du moment où tu commences à prendre la parole sur un sujet. Si tu restes dans ton coin à penser le sujet et à chercher à devenir expert du sujet, tu peux acquérir de la connaissance et de l'expertise. Mais tant que tu t'exprimes pas publiquement dessus, personne ne va te donner la légitimité de ce rôle-là. C'est toi qui le prends en t'exposant publiquement et en disant je fais autorité sur Python, sur PostgreSQL, sur peu importe le sujet, sur le marketing, sur comment build un livre. Donc je te rejoins totalement. Et puis il y a un petit côté aussi un peu proto-influenceur. Maintenant, tu as beaucoup de monde qui se fait du personal branding sur Internet, qui va commencer à vendre des formations, format PDF, etc. etc. Et je pense que dans ton parcours, on retrouve un petit peu tout ça, mais à la sauce 2010, bien Ouais. avant que ça devienne une mode, bien avant que beaucoup de monde s'engage dans cette voie-là. Et je trouve ça génial. Et l'expérience, ce retour d'expérience-là, comme tu le dis, tu peux pas arriver sur Amazon, sur KDP, balancer un livre et te dire bah, je vais être acheté. En fait, si t'es pas connu au préalable, si t'as pas fait du personal branding, tu vas faire 25 Ouais. ventes, quoi. Pas tout casser. Ouais, ça c'est sûr que. Bah, en fait, c'est. Heureusement, malheureusement, en fait, c'est les deux. C'est pareil, je pense, si tu fais de la musique ou si tu fais d'autres choses qui soient plus ou moins créatives, pas forcément Même le artistiques, code. même créatives. Et même le code, ouais, c'est qu'en fait, tu es obligé, et c'est un truc que j'ai appris aussi après dans mon côté plus entrepreneurial chez Mergify et autres, c'est que tu es obligé d'avoir finalement une communauté, ou en tout cas une audience. Genre, si tu as une audience, si tu sais construire une audience, ce qui est une compétence qui n'est pas forcément incroyablement difficile, hein, après il faut vouloir Mhm. le faire et sortir un peu de son trou, mais si tu es prêt, comme tu disais, à exposer ton point de vue, à le confronter, à avoir une opinion, à dire ok, bah moi je fais ça, moi j'aime bien ce truc-là, et moi j'aime bien Python, et j'aime bien vous dire comment ça marche. Il y a des gens qui t'aimeront pas, il faut partir du principe du coup, ce qui est aussi un problème pour beaucoup de gens, que tu as des gens qui vont détester. Moi quand j'ai publié mon livre, c'est un truc que je me rappelle souvent parce que ça m'a marqué. Tout le monde était content de mon livre et j'ai eu beaucoup de compliments, de gens qui l'ont lu, qui m'ont dit super, merci, etc. Bon, bah, cool. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit oh, ça m'intéresse pas, rembourse-moi. Ok, cool. Et j'ai eu quelqu'un de mémoire, c'était genre sur Slashdot, donc gros site d'information de geeks, etc., qui a écrit dans les commentaires quel est l'intérêt de ce livre, tout ce qu'il y a dedans est gratuit sur internet. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que je me suis dit le mec a raison clairement. Et tu peux voir ça comme ça. Et tu auras toujours des gens pour voir le truc d'une manière différente, si tu veux, pour dire en fait, ce truc ça sert à rien, ce que tu as fait c'est nul, etc. Et c'est pas grave, mais si du coup, dès l'instant où tu fais un truc, entre guillemets, créatif, tu crées un truc et tu es d'accord avec le fait qu'il y a des gens qui vont être fans de toi et il y a des gens qui vont te détester, entre guillemets, ou qui vont juste pas aimer, ou Oui, pas. oui, c'est La ça. plupart des gens vont juste être indifférents. Il y a beaucoup de gens qui vont te haïr au point de te chasser avec un fusil, mais il y a plupart des gens qui vont être juste indifférents, ou au pire, dire, tu vois, rager sur toi. Mais en fait, tu auras plein de gens qui seront d'accord. Et en fait, si tu es juste d'accord avec ces gens-là, qui t'ont créé ton audience et ta communauté, ça suffit pour derrière faire ce que tu veux, c'est-à-dire bah, dire moi je fais ça, et de temps en temps, si tu as un truc à vendre, entre guillemets, parce que bon, bah, des fois, il faut bien faire des trucs. Tu fournis de la valeur aux gens. Moi, mon livre, c'est juste de la valeur. Tu Bien ressors sûr. le meilleur développeur. Tu peux te vendre meilleur sur le marché du travail. Tu peux créer des applis de ouf. Tu peux faire ce que tu veux. Donc,
ça a de la valeur, et le savoir que je fournis a de la valeur, et si tu es prêt à l'échanger contre quelques dollars ou quelques euros, bah, tu peux faire ça avec ta communauté, et finalement, les gens sont en général bienveillants, ça se passe très bien, etc. Mais du coup, ouais, le prérequis, c'est pas d'écrire le livre, c'est pas de construire ton application en code, c'est pas de sortir un album de musique, c'est en fait de créer une communauté, ce qui est difficile, et c'est ce que fait finalement ton éditeur à ta place, c'est qu'il dit écoutez, un éditeur il va te dire écoutez, je vous donne 15% ou 10% des montants et tout le reste c'est pour moi, mais je m'occupe du marketing et tout team. Alors c'est plus ou moins opaque et du coup c'est lui qui est censé vendre, distribuer, faire la promo, te faire inviter sur les plateaux télé. Alors pas dans mon cas, mais c'est forcément. Mais si tu es écrivain de romans peut-être, pour faire voilà, pour faire marcher la machine et vendre tes trucs et te faire connaître. Mais si tu veux pas aller dans cette route-là, puis c'est pas facile de se faire signer chez un éditeur ou un label, parce que beaucoup de gens veulent passer par là pour finalement court-circuiter l'effort de se dire bah en fait moi mon boulot je veux juste écrire ou faire la création et pas du marketing entre guillemets. Bah, du coup, tu court-circuites ce truc-là, mais ça a un coût, hein. C'est que dans tous les cas, quand tu signes un contrat comme ça, pour avoir signé un contrat chez l'éditeur, c'est de l'ordre de 10, 15, enfin, selon ce que tu négocies, c'est entre 8 et 15%, en tout cas dans les éditeurs informatiques, de droits que tu touches sur tes ventes. Alors certes, tu peux en vendre peut-être 1000 fois plus que toi tout seul si tu n'as pas de communauté. Moi, dans mon cas, ils n'en ont pas vendu beaucoup, beaucoup plus que moi tout seul sur Internet finalement. Parce que certes, ils peuvent les mettre dans tous les rayons de livres des États-Unis, dans des bibliothèques et dans plein d'endroits, c'est cool. Mais en fait, ma communauté et mon audience sur Internet était suffisamment grande à l'époque pour que je puisse me débrouiller tout seul et parce que je l'avais construite pendant 10 ans en racontant des conneries dans mon blog, quoi. Donc, Bien bon, sûr. pas que des conneries. Maintenant, j'aimerais qu'on se passe un petit peu sur ta routine d'écriture. Est-ce que tu écris plutôt le matin, le soir, le week-end, et comment tu trouves le temps d'écrire? Dur. Alors, j'écris moins maintenant. Enfin, j'écris toujours, mais je me fais beaucoup aider de LLM pour aller plus vite et parce que j'ai pas le temps d'écrire. Sinon, j'écrirais pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai recommencé à écrire sur mon blog il y a 2 ans et 80% est écrit par du LLM que je retouche pas mal, mais quand même 80% du contenu est fait par du LLM parce que j'ai pas le temps d'écrire comme avant. Et j'aime bien écrire, mais j'ai tellement de boulot que je pourrais pas écrire, en tout cas publier comme je le fais maintenant. Sur le côté livre, à l'époque, il n'y avait pas de LLM, donc c'était il y a très longtemps. Donc j'écrivais, j'avais un peu piqué la recette de Nathan qui était d'écrire tous les jours. Donc j'écrivais tous les jours. Si possible, j'aimais bien faire ça le premier truc le matin. C'est grosso modo les trucs qu'il faut faire pour de vrai et que j'ai la flemme de faire, je les fais le matin après le petit-déj. Comme ça, je fais ça, ça c'est fait. Parce que si tu commences à faire oui, je le ferai plus tard, moi mes journées se remplissent non-stop, donc c'est mort. Donc je faisais le matin souvent. Ou sinon vraiment tard après le boulot, en me disant bon voilà, j'ai fini, je vais faire ça tranquille. Mais je plutôt le matin et je me forçais à faire grosso modo un truc du genre 1000 mots par exemple. Je me disais 1000 mots, tous les jours je sors 1000 mots. Peu importe, le truc c'est qu'il faut vraiment pas se juger et pas se relire, parce que sinon t'avances pas et c'est un enfer. Donc j'écrivais au kilomètre, moi j'appelais ça au kilomètre, j'écrivais au Mhm. kilomètre, donc j'écrivais 1000 mots au moins tous les jours. Bam, je me levais le matin, je faisais allez 1000 mots. Et t'enchaînes. Et en fait, honnêtement, enfin, pour ceux qui font du sport, c'est pareil, hein, des fois t'as pas envie de faire du sport, mais si C'est ça. tu veux une hygiène de vie, tu dis bah en fait, moi je fais de la course à pied depuis 15 ans et j'ai commencé les premières années où j'avais pas envie d'y aller. Et je m'étais mis en tête, bah juste, tu réfléchis pas, tu mets du basket, tu y vas, puis voilà. Discipline. Là c'est pareil. Ouais, c'est la discipline. En fait, t'es motivé parce que c'est cool. Tu dis j'écris un livre, peu importe, je pense que tu fasses et que tu sois créatif. Tu dis c'est super, je fais ça et tout. Mais en fait, au bout de 2 semaines, de toute façon, tu te dis mais pourquoi moi j'écrirai un livre? Qui suis-je? Pour qui je me prends exactement? De toute façon, personne va le lire. En plus, si les gens vont le lire, ils vont m'insulter, ils vont me lancer des tomates. Et en fait, t'as aucune raison de le faire. Donc en fait, moi, dans ce genre de truc, ce que je fais, c'est que je réfléchis en amont. Je me dis est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Est-ce que mon meilleur ami me dirait Julien, fais-le? Oui. Donc fais-le. Arrête de réfléchir. Une fois que tu as fait ça, tu arrêtes de réfléchir. C'est commit en fait. Tu as committé sur le truc. Tu y vas. Donc après, tu fais 1000 mots par jour. Tu vois, je sais plus combien de mots dans un bouquin, mais tu calcules combien de jours il Tout faut. à fait, ouais. Et une fois que tu as fait tous tes kilomètres de machin, en fait, tu as fait le livre. Tu as juste à relire. Alors ça peut durer des plombes de relire, mais en fait, tu fais une relecture. Tu réécris. T'élagues un Alors, avant peu. d'écrire ce que j'avais. Pardon? T'élagues un peu. Ouais, ce que j'avais fait avant d'écrire aussi, le premier truc que j'ai fait, pardon, c'était que j'avais vraiment fait le plan du livre. Vu que c'est un livre, enfin, je pense que c'est pareil si tu fais un roman, quoi. T'as l'intrigue en gros de ce que tu veux raconter. Moi, j'avais fait le plan. Donc, j'avais l'outline complète de voilà, le chapitre 1, ce sera sur ça, etc. J'avais tout organisé pour en fait, quand t'as tout découpé à un gros niveau, tu vois, pas au paragraphe, mais tu sais que chapitre 1, section 1, c'est ça, faut parler de ça, faut parler de ça, faut parler de ça. En fait, t'as juste à dérouler, dire ah oui, là, je parle de ça, brrr, tu mets des paragraphes qui parlent de ça, et t'écris. Et après, tu repasses. Et ouais, comme tu dis, t'es lag, tu rephrases des trucs.
quand je bossais avec l'éditeur, j'avais pas mal de retours, donc c'était quelques années après, mais sur de sa part, sur des trucs qui étaient pas très clairs, etc. Donc ça, c'est cool d'avoir un regard externe. Ce que tu peux sûrement d'ailleurs faire très bien avec un LLM si tu écris encore aujourd'hui, d'avoir ce regard externe de critique que tu prends pas, mais au moins tu as un Ok. autre cerveau ou ersatz de cerveau qui relit ce que tu as fait et qui te dit tiens, regarde ça, ça c'est pas très clair. Là, celui qui dit, il a pas le contexte en fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Donc ce truc-là, il faut que tu arrives, qui est difficile à faire tout seul, que tu voudrais bien avoir un relecteur. Alors chez les éditeurs, tu as souvent un relecteur technique qui s'occupe de ça. Euh, mais moi, dans mon cas, j'avais embauché un gars que j'ai sur Fiverr pour relire la partie, en tout cas la partie non technique, parce que je l'écris en anglais et I'm French, donc mon anglais n'était pas forcément impeccable. Donc je l'ai fait relire par deux relecteurs américains. J'ai dû bosser avec deux gars, dont un qui m'insultait régulièrement, genre vraiment c'est nul. Alors que finalement, l'autre était en mode genre c'est pas si mal. Donc pour de l'anglais technique, ça va très bien. C'est pas J.K. Rowling quoi, mais ça va quoi. C'est pas Ok. non plus. Donc ça passait. Et la partie technique, j'ai quand même trouvé des amis qui m'ont bien voulu relire certains chapitres. Mais il y a quelques chapitres que j'ai pas fait relire au niveau technique parce que juste personne voulait les relire et j'avais pas le temps d'attendre 6 mois de plus que quelqu'un se dise ok, je vais relire ton chapitre. Donc c'est vraiment ce côté-là où moi j'ai comité et vraiment en mode discipline pendant très longtemps. Et sur le deuxième, c'était beaucoup plus dur par exemple parce que bah, en fait j'étais très content du premier, de la réussite et du succès et j'avais un peu ce sentiment que je l'ai fait et le refaire. J'étais en mode genre ouais c'est cool, je vais capitaliser sur ce que j'ai déjà fait en termes de... Bah, j'ai déjà la chaîne de production pour faire des fichiers texte directement dans un format de PDF qui me va super bien, dans le même format, faire en gros une série, un peu de livres, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'audience, je sais que si j'écris le livre, j'en revends 1000 le lendemain. Donc en fait, il faut que je le fasse en fait à ce truc-là. Mais j'étais quand même très 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 moins motivé. Et du coup la discipline était beaucoup plus difficile à appliquer. J'étais vraiment en mode me fouetter pour toutes les semaines pour ok il faut que je le fasse et j'ai eu beaucoup moins de bah faire un peu d'un côté un peu lassé en fait de refaire un peu la même chose et de le refaire parce que je me disais allez c'est un peu une sorte de boulot il faut que je le refasse et tout donc c'était beaucoup plus dur et ouais j'ai eu beaucoup plus de mal sur le deuxième aussi parce que je pense que le sujet était un peu plus difficile à aborder que le premier où j'étais vraiment plein d'idées le deuxième j'étais voulu un axe particulier etc j'avais mis la barre un peu trop haut donc j'ai un peu plus galéré, mais je l'ai fait. Je l'ai fini quand même. J'ai mis un peu plus de temps et j'ai eu une grosse période de creux. Ça, je pense que c'est une deuxième erreur que j'ai faite sur le deuxième, c'est que j'ai perdu ma discipline. Et je pense que j'ai une période de creux de 3 ou 4 mois où je n'y ai pas touché. Ok. Et en fait, j'avais plus le momentum en fait, sur le livre. Le premier, j'ai fait non-stop. Et j'étais en mode, on y va, on va shipper le truc le plus vite possible et on verra bien, et en mode un peu start-up, quoi, finalement, Mhm. bim. Et le deuxième, en fait, j'ai perdu mon momentum parce que, je sais pas, la vie, quoi, au bout de 3 4 mois, j'ai glissé et j'ai pas appliqué la discipline et reprendre, ça a été très, très, très dur. Ça a été très, très dur et je me souviens que j'ai dû vraiment me forcer pour remettre la machine en route et à me dire, ok, maintenant, il faut que je finisse coûte que coûte. Faut que rien ne m'interrompe, donc tu vas voir ton pote qui fait la couverture, tu dis vas-y, il me faut la couverture maintenant parce que là, si je m'arrête, c'est fini, je vais jamais relancer ce truc. Donc je l'ai poussé au bout et je l'ai fini, ouais. Mais ça a été ma leçon de me dire, ok, deux c'est bien, je ferai pas de troisième, parce que là vraiment c'est trop. Ouais, et puis tu as le coup du contexte switching, et puis il faut recontextualiser quand tu t'es arrêté, se remettre dans le bain. Enfin, Ouais, j'imagine que c'est assez hardcore. ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu bloguais, donc tu as eu pas mal d'idées qui sont venues à la base de ce que tu écrivais dans ton blog et des éléments que tu recueillais. J'aimerais savoir comment tu décides, en fait, étant donné que tu as une newsletter, un blog et des livres, où commence un, où finit l'autre, et à quel moment tu décides de plutôt partir sur le blog ou de plutôt partir sur de la newsletter ou un élément du livre, un chapitre du livre. Ouais, c'est une bonne Sachant que question. tout à l'heure tu disais que on t'a fait une remarque en te disant ce que tu as écrit, techniquement parlant, tu l'as sur Internet. Ouais. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai tout écrit sur mon blog, mais qui était très bien indexé par les moteurs de recherche, etc. Donc, sans penser, sans avoir derrière pensée, si tu veux. C'est un peu ce que tu vois beaucoup aujourd'hui. Tu parlais un peu du côté infopreneur que tu vois beaucoup aujourd'hui, où c'est que Mhm. de la stratégie. Moi, j'avais pas de stratégie en fait à l'époque, ça n'existait même pas ce modèle finalement. Où maintenant, effectivement, tu as tes chaînes de vendeurs de PDF, donc c'est complètement différent. Je pense que là où je le fais aujourd'hui, c'est que là aujourd'hui, j'ai plus d'optique de livre, en tout cas, enfin, peut-être quand même des fois, mais plus sur un côté, tu vois, raconter une histoire, raconter par exemple ce qu'on fait chez Mergify, comment on a monté la boîte et l'aventure entrepreneuriale. Je trouve ça assez cool de le raconter.
Donc je le C'est ferai, mais compréhensible, j'écris quoi. pas dessus en fait. Donc j'écris pas dessus, donc c'est un peu. Mais je pourrais faire ça, enfin, ça. Je le fais un peu finalement des fois sur mon blog. Donc j'ai mélangé blog newsletter aujourd'hui. J'ai fait qu'un seul truc qui fait les deux. Et j'écris. En fait, j'essaie aujourd'hui toujours d'appliquer ces trucs de discipline parce que si je m'écoute, j'écris jamais. Donc je me mets un rythme de publier toutes les semaines. Alors des fois je skip parce que je suis pas bien, mais je m'aime pas quand c'est comme ça. Ah, pas cool, il faut le faire. De publier toutes les semaines. Déjà parce qu'en fait, je le fais. Lorsque je le fais, j'ai toujours des réactions bizarres de gens qui me répondent en mode genre, ouais, c'était super intéressant. Alors que moi, je me dis, tout le monde le sait, ce que j'écris. Non, bizarrement. Et ce qui est normal, c'est toujours le biais des gens qui veulent pas faire dans le domaine de conférence en disant, bah, je vais pas raconter ça, tout le monde le sait. Non, il y a que toi qui le sais en fait. Mais t'as toujours l'impression que tout le monde sait ce que tu es en train de faire parce que ça te paraît juste bateau. Et là, c'est pareil. Donc, moi, j'ai tendance à publier finalement. Ce que j'ai fait, c'était publier sur mon blog. Et je me suis dit, je vais prendre tous les trucs les plus intéressants de mon blog et en faire une sorte de recueil et le compléter parce que tu as des trous finalement dans ce truc-là. Le compléter. Donc, il y a peut-être, je me souviens plus exactement, mais tu dois avoir la moitié du livre qui est d'ailleurs probablement toujours dispo un peu sur mon blog. Alors, les articles ont peut-être 10-15 ans maintenant. Et une partie du livre qui n'est pas dispo sur le blog parce qu'elle est juste dans le bouquin et j'ai réservé une partie du contenu dedans le livre finalement. Tu as une partie de la valeur qui est gratuite si tu veux aller compulser tous mes articles de blog dans le désordre à droite à gauche, tu peux retrouver un peu toutes les infos. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai écrit, effectivement, je ne l'ai pas inventé. C'est plein de savoirs que moi j'ai collecté sur Internet avec les années et que j'ai remis dans un livre avec mon expérience. Donc tu as un peu ce prisme-là au milieu. Donc maintenant, j'ai tendance à faire un peu ça. Et je pense que je ferai un peu le même ce genre de méthode. C'est-à-dire qu'en fait, si tu écris ton livre, comme tu disais tout à l'heure, tout seul et que tu vas le mettre sur KDP en mode genre, bah c'est bon, j'ai écrit un livre, etc., ça ne marche pas. Si demain tu écris un livre, quel qu'il soit, sur ton aventure entrepreneuriale, bah, en fait, j'irai en raconter des morceaux sur LinkedIn ou je ne sais quoi au fur et à mesure. Si demain tu veux écrire un roman fantastique, bah, en fait, juste fais la promotion de ton univers via, je sais pas moi, un compte Instagram ou ce que tu veux, des vidéos TikTok et fais, Faut se laisser. propose une partie de la valeur, ouais, une partie de la Bien valeur de sûr. ce que tu veux faire aux gens gratuitement, pas juste pour dire c'est gratuit, mais juste pour dire bah voilà, ce que moi mon univers c'est ça, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je vous présente, etc. Et derrière, le truc que je vais faire, c'est genre un livre, un film, ce que tu veux, mais un côté créatif, mais tu es obligé de le faire. Les réseaux sociaux, ça reste le truc naturel maintenant que tu utilises le plus, où tu as le plus de portée, même si c'est pas forcément facile pour faire ça, mais ça peut être d'autres moyens, il y en a plein d'autres selon ce que tu fais. Mais en gros, c'est ça d'avoir un impact et de proposer une partie de ce que tu fais. Et c'est ce que je faisais avec le blog, c'est que tu fais une partie de ton contenu, bah voilà ma patte, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose, voilà ce qui m'intéresse, voilà mes sujets de prédilection, voilà mon univers. Et après, tu construis tes trucs. Et si tu as envie de les monétiser, de les distribuer différemment derrière, bah tu le fais. Et si tu as construit ton audience, on en revient toujours à ça derrière. Donc c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et j'aurais tendance toujours un peu voir les choses comme ça et de pas me dire, bon après je suis pas non plus romancier, de faire juste un truc dans mon coin et après d'essayer de le distribuer. Parce que je trouve ça qui est très difficile finalement si t'as pas fait le boulot en amont d'avoir des gens qui disent ah bah ce serait cool, j'aime bien ton univers, j'aime bien ce que tu racontes, t'as un avis pertinent sur tel ou tel sujet, etc. Bien sûr. Euh, Petite parenthèse, on reprend dans 20 secondes. Si tu regardes cette interview, c'est que tu n'es pas là par hasard. Tu écris, tu publies ou tu y penses sérieusement. Et tu as probablement remarqué que le plus dur, ce n'est pas l'écriture, c'est tout le reste. Et surtout le fait d'être seul. Studio Première Ligne, c'est la communauté qu'on a construite pour toi. Écriture, publication, visibilité, business, longévité, voici les 5 piliers que je te propose. Il s'agit de protocoles concrets créés par des auteurs qui ont vendu, ainsi que du coaching individuel. Tu as en face de toi des gens qui comprennent ce que tu vis. Le studio te donne un accès à vie. Pas d'abonnement. On ouvre avec 15 places fondateurs. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Scanne le QR code à l'écran ou retrouve le lien en description. Allez, on reprend. Tout à l'heure, on disait que tu avais vendu 25 000 exemplaires. C'est un très bon score. Tu parlais également de l'auteur qui t'avait inspiré, qui parlait de chiffres 150 000 dollars, si j'ai bonne mémoire. Ouais, ouais, ouais. Euh, sur ton expérience perso, est-ce que ça a été rentable financièrement? Est-ce que, en termes de revenus qui t'y retrouvent? Ouais, tu t'y retrouves quand tu fais de l'auto-édition. Quand tu fais de l'auto-édition, tu gardes 95% du chiffre d'affaires que tu fais. Donc c'est largement rentable dès l'instant où tu en vends suffisamment. Si tu prends un livre à l'époque de mémoire, ça devait être 19 ou 29 dollars, je sais plus. Euh, il y a une dizaine d'années, quand je vendais mon premier livre, vraiment l'édition de base. Donc si tu en vends, tu vois, ne serait-ce qu'un millier, bon, tu te retrouves avec, grosso modo, j'arrondis, mais 20 000 euros. Si tu n'y as pas passé non plus, tu vois, des 20 000 heures, ça va. Moi, j'avais passé peut-être, je sais pas, un millier d'heures, tu vois, un truc comme ça. Donc à 20 000 euros, 20 euros de l'heure, c'est pas du tout mon tarif horaire quand je suis ingénieur. Mais ça reste un truc où tu te dis, bon, finalement, c'était cool.
c'était un kiff, c'est pas non plus, tu vois, sous-payé. Et t'en vends plus que 1000, t'en vends 2000, bon, bah, tu commences à augmenter ton taux horaire, et finalement, ça devient un truc qui est assez rentable. Et ça a un effet de bord assez incroyable, entre parenthèses, pour les livres techniques, c'est que quand tu écris un livre, de toute façon, que ton livre soit bon ou mauvais, tu deviens expert sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais expert. Enfin, les gens n'avaient pas lu le livre, mais j'ai fait des entretiens d'embauche où on m'a juste dit oui, bah t'as écrit les livres, donc bon, bah, on va pas te poser de questions, quoi. T'es genre, bah attendez, peut-être j'écris juste des conneries, hein, posez-moi des questions. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok, bah c'est super. Donc c'est assez rigolo parce que quel que soit le sujet, tu te rends compte que les gens qui écrivent un livre, en fait, ça te donne une autorité incroyable juste parce que tu as écrit ton savoir et tu l'as partagé. Et encore une fois, qui est peut-être faux, mais il y a plein de gens qui écrivent des livres finalement nuls ou faux, hein, on le sait Bien tous, sûr. dans tous les domaines. Donc finalement, c'est pourtant, t'as des gens qui sont, ah bah c'est super, t'as écrit un livre, donc voilà. Donc t'as cet effet de bord qui finalement rend le truc assez rentable. Si tu veux trouver un taf, écris un livre et du coup tu auras le taf qui va avec le livre derrière. Donc ça peut être assez bien comme petite technique. Mais donc, ça ce côté-là, en fait, qui est très finalement. Tu te fais inviter sur des podcasts, regarde, tu vois, t'as des byproducts, en fait, comme ça, que tu maîtrises pas et qui sont finalement, bah, c'est cool, des petits trucs en plus, des petits perks, ça. On va t'inviter à la conférence parce que tu as écrit le livre, donc tu peux en parler, super. Donc, ça, c'est cool. Et après, oui, c'est rentable. Si tu fais pas d'auto-édition, que tu passes par un éditeur, je discutais avec des gens qui l'ont déjà fait. Alors, bon, les gens sont pas forcément très transparents sur les chiffres. Mais de ce que moi j'en sais, comme je disais tout à l'heure, c'est entre 8-15% selon le niveau d'avance que tu négocies, etc. C'est pas super rentable. En tout cas, ça dépend quel est ton métier. Quand tu es ingénieur logiciel comme moi, c'est pas rentable. Quand ton TJM est entre 500 ou 1000 euros la journée, c'est plus rentable d'aller bosser chez un client que d'écrire des bouquins, donc, clairement. Donc c'est un peu le problème. C'est le problème que j'ai avec beaucoup d'éditeurs qui me contactent depuis 10 ou 15 ans, qui veulent me faire écrire un livre et qui me font bah vous aurez 500 euros d'avance. Je fais ok, moi, je peux écrire une journée avec 500 euros, mais vous aurez pas un livre une journée, du coup ça va pas marcher quoi. Enfin, mais non, mais c'est pour la gloire. Ouais, bon, j'ai fait la relecture technique de certains bouquins. Je l'ai fait il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans aussi à cette époque-là. Et je l'ai fait une ou deux fois. Et après, j'ai fait non, mais attendez, arrêtez. Parce que les éditeurs te disent bah écoutez, relisez tout le livre, donnez toutes les fautes du livre. Et en échange, vous aurez un livre gratuit. On paiera 50 euros le livre. C'est pas cher payé, les gars. Donc tu le fais une fois ou deux parce que c'est sympa. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui ont relu mon livre chez mon éditeur, par exemple. C'est très sympa. Mais j'ai même relu, pour l'anecdote, j'ai relu un livre un jour et j'ai dit à l'éditeur, le livre est nul, il faut pas le publier, hein, parce que vraiment le livre est très nul et très mal écrit. Et ils m'ont dit d'accord, et ils l'ont publié quand même, et le livre vraiment est une catastrophe et c'est pas vendu, voilà. Donc, bref, quel est Merci de m'avoir l'intérêt écouté. d'avoir un rôle Ouais, c'est ça quoi. Je sais pas, désolé, mais je vous l'avais dit quoi. Mais ouais, non, mais du coup, voilà. Le livre vraiment était très mal écrit. Le sujet est intéressant, mais l'auteur était complètement à côté de la plaque. Et c'était vraiment pas du tout didactique, on comprenait rien à ces trucs. Et je fais non, vraiment, c'est pas le même. Bref, donc c'est pas rentable pour ça, et c'est pas un milieu, si vous voulez faire de l'argent, faut pas écrire des livres. Ce qui est cool, c'est l'auto-édition, ça marche. Bah, comme disait Nathan, si tu arrives à faire 100 000, 150 000 euros de chiffre d'affaires en auto-édition et avoir de l'ordre de 10% de frais, etc., ça reste largement rentable, hein. Enfin, lui, il vendait pour près de 200 000 dollars par an les bonnes années. Maintenant, il a arrêté de livres. Il en avait plusieurs, etc., dont Authority, celui dont je parlais. Donc ça devient assez rentable. Alors c'était rentable il y a 10 ans aujourd'hui dans le monde des infopreneurs et des machins, etc. Je ne sais pas comment c'est. Je pense que c'est un peu plus difficile parce que peut-être que les gens sont plus méfiants, plus habitués, mais je pense que ça reste un truc pour les gens qui ont une vraie audience et du vrai contenu à distribuer, ça reste un truc qui est faisable. Mais il faut faire de l'auto-édition, il faut faire le travail en amont. Si tu passes par un éditeur, ouais, tu peux estimer avoir une avance de quelques milliers d'euros ou de dollars et récupérer 8-10% du prix de vente. Mais finalement, si tu vends ton livre parce qu'il marche bien à 10 000 exemplaires chez un éditeur et que tu touches 10% des quelques dizaines de dollars qui sont vendus, ça fait pas baiser, ça fait quelques milliers de dollars. Mais il n'y a pas de quoi s'acheter une maison à la fin et il y a des chances que, entre guillemets, que j'ai l'air de bosser comme ingénieur par exemple, ce soit plus lucratif que d'écrire des livres toute la journée, quoi. Donc vraiment le côté plus intéressant, c'est presque le côté social. Et si tu fais l'auto-édition, là ça peut être intéressant financièrement. Et oui, il y a des bonnes histoires sur ce genre de trucs que Nathan raconte pas mal d'ailleurs dans son bouquin sur Authority. Il y a beaucoup de gens qui sont cités sur des case studies qu'il a pu faire, des études de cas. Donc ça marche, mais faut se donner du mal d'un point de vue marketing plus que d'un point de vue écriture. On vous mettra le livre de Nathan dans la description, comme ça vous pourrez aller vous jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Il y a un truc qui m'a un peu choqué dans ton approche, c'est donc tu es auto-édité, tu vas en direct, tu es dans la tech, tu es CEO d'une boîte bootstrappée, Mergify, et j'ai pas vu de paiement en Bitcoin. Je sais pas si c'est volontaire, ça pourrait compléter le tableau de l'indépendance totale. Est-ce que c'est quelque chose
de volontaire? Est-ce que tu y as jamais pensé? Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable éventuellement? Alors, c'est une bonne question. Anecdote très marrante. Alors, j'ai vendu mon livre en Bitcoin, du coup, en 2014. Je l'ai fait. Alors, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de plateformes qui permettaient de faire des paiements en Bitcoin. C'est en 2014, hein, donc c'était Mhm. vraiment. Ouais, ouais. Tu peux regarder le cours du Bitcoin à l'époque, c'est pas beaucoup. 2009, Et la du coup, question. ouais, du coup, je suis passé par de mémoire sur, je crois que c'était Coinbase à l'époque qui proposait de faire du paiement, une API, etc. Donc j'ai écrit du Python j'ai retrouvé mon projet il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 2 3 semaines, je suis retombé sur ce projet-là qui permettait de faire le paiement du coup de mon bouquin en Bitcoin. Donc je l'ai fait pendant quelques années. Le fait est que j'ai dû vendre 10 livres en tout en Bitcoin en fait les premières années entre 2014 et 2017, 2018, un truc comme ça. Donc j'ai arrêté le service parce qu'il fallait que je maintienne un truc en Python qui tourne sur un serveur Ouais. pour un paiement tous les 36 du mois. Par contre, anecdote marrante, c'est que du coup des gens m'ont acheté des livres pour plusieurs, tu vois, dixièmes de Ouais, oui. Bitcoin. Sauf que moi je l'ai oublié. Donc je me suis Ah retrouvé ouais. en 2019 avec un mail de Coinbase qui me dit au fait votre compte est toujours là et moi je vais sur le compte de Coinbase et là je me retrouve avec plusieurs milliers d'euros de Bitcoin en fait. Et en fait c'était genre 3 livres que j'avais vendus à 29 dollars et le cours avait explosé. J'étais genre super, et ben les livres les plus chers du monde. Donc parce que j'avais oublié mes Bitcoins dans un truc Coinbase que j'ai du coup récupéré après. Donc voilà, c'est le côté rigolo de vendre en Bitcoin, mais le fait est que ouais, le marché du Bitcoin à l'époque était très petit. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait un petit peu mieux. Je sais pas quelle est la proportion des paiements en Bitcoin sur ce genre de truc, mais Ouais, moi à l'époque c'était très très petit. l'avantage de Bitcoin, c'est que dès que tu mets quelque chose sur le marché en Bitcoin, tu as de suite une communauté qui est attentive et qui n'attend qu'une chose, c'est justement que l'écosystème se développe. Donc si tu arrives en tant Ouais. qu'entrepreneur ou infopreneur à ce niveau-là et que tu proposes du service et quelque chose de qualité, notamment des produits comme tu proposes toi, je pense que tu peux avoir directement accès à des gens qui tendent l'oreille, tu vois. Tu as beaucoup moins de difficultés que sur de la monnaie fiat classique ou de l'euro, du dollar, quoi. Enfin, où tu vas plus noyer dans la masse, entre guillemets. Tu as des Oui, plateformes, par mais exemple, comme Nostreux, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Nostreux, non. qui est un nouveau protocole, un nouveau système de réseau social. Alors, c'est une espèce de Twitter-like, mais ça va bien au-delà de Twitter. Et ça a été créé par des bitcoiners, et maintenant, tu as des centaines de milliers de personnes dessus. C'est un réseau décentralisé, et dès que tu postes des trucs sur Nostreux, tu as toute une communauté à ton écoute, quoi. Ok. Ouais, ouais, après, il faut voir si cette communauté peut, entre guillemets, overlapper avec ce que tu fais, parce que ça reste assez. T'auras quand même du mal à. Si tu fais, je sais pas moi, enfin, un livre par exemple sur un sujet en particulier, c'est pas dit que ce sujet intéresse forcément les gens Oui, de la communauté Bitcoin ou autre, quoi. C'est un peu le problème. En fait, parce que j'ai absolument rien contre Bitcoin ou autre, mais ça résout un problème qui est effectivement la finance décentralisée, etc. Mais ça n'a jamais été un problème pour acheter un livre, en tout cas, tu vois, quand tu bien distribues. sûr. Donc en fait, c'est que moi, je trouve ça cool pour le côté geek, si tu veux, de mettre ça. Et c'était marrant d'avoir des gens qui. Et il y a quelques personnes qui m'ont demandé à l'époque, en genre, ce serait cool, etc. Mais c'était le côté 2014, expérimental, de ce côté décentralisé, etc. Mais je pense que c'est mieux si tu peux l'avoir parce que ça fluidifie potentiellement tu vois, l'achat et compagnie, mais ça reste tellement petit dans ce que tu fais que c'est difficile de prioriser. Alors je pense que c'est plus facile maintenant que moi à l'époque, il devait écrire des centaines de lignes de Python pour gérer un truc comme ça. Mais je pense que c'est un bon truc à avoir en plus, ouais. Après, je pense que ouais, quand tu fais un truc quel qu'il soit, si tu veux le distribuer, il faut juste enlever les barrières en fait. Et trouver un avantage si tu as de distribution, mais il faut quand même trouver des communautés et une audience qui s'intéresse à toi pour ce que tu fais, ce que tu fournis, pas seulement le moyen de quoi. Tout à fait. Tu vends tes livres donc en direct, tu vends tes livres sur Amazon. Est-ce que tu as d'autres canaux que ces deux-là? Je suppose que. Non, non, ils sont sur Amazon. Je sais pas où j'en vends le plus d'ailleurs sur Amazon. Enfin, bon, j'en vends plus beaucoup maintenant. Ils sont quand même assez anciens, mais j'en ai vendu quelques-uns sur Amazon. Mais c'est en fait le problème d'Amazon, c'est que une grosse partie des royalties sont gardées par Amazon, Mhm. selon le prix auquel tu le vends. Et en fait, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais tout est fait pour que, enfin, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, tout était fait pour que tu vendes des livres pas chers. C'est-à-dire qu'en gros, si tu voulais garder 70% du prix de vente, il fallait les vendre de mémoire à quelque chose comme moins de 10 dollars. Sauf que moi, mon livre, je le vendais de mémoire, c'était 20 ou 30 dollars. Et quand tu dépasses ce seuil de 10 dollars, tu gardes plus 70% des royalties, mais 30%.
Ok. Du coup, ça devient très compliqué. Si tu te dis, par exemple, moi, sur un livre à, je sais pas, 20 $, bah, j'en garde 18 d'habitude. Tu te dis, bon, moi, chez Amazon, il faut que je garde 18 $. Du coup, tu te retrouves à vite même si tu te dis, ouais, pas 18, je vais aller à 15. Bah, en fait, sur Amazon, ton livre, tu dois le vendre 45, quoi. Donc, c'est d'ailleurs ce que je faisais à l'époque, quand je le vendais bien plus cher sur Amazon, en disant si les gens veulent vraiment l'acheter, l'achetez pas sur Amazon, quoi. Parce que si Ouais, vous achetez connu. sur Amazon, c'est plutôt Jeff Bezos qui va gagner de l'argent et pas moi. Donc allez sur mon site en direct, il est facile à trouver, hein, c'était le premier résultat sur Google. Donc j'avais assez peu de gens qui l'achetaient finalement sur Amazon, mais ça reste un moyen de distribution. Un peu comme un éditeur, si vraiment tu as la flemme et tu te dis bah je vais essayer de me mettre dans le ranking par exemple numéro un sur Amazon en me disant ça va ramener des ventes et compagnie, ce qui je pense peut fonctionner dans certaines catégories, etc. Let's go, essayons ça. Mais ça demande quand même de y arriver. Donc après, il faut quand même bootstrapper le truc. Je sais pas comment tu fais pour le bootstrapper. Mais le fait est que oui, ça reste une plateforme qui te prend un bon paquet de tes revenus. Donc j'ai utilisé ouais, éditeur à la fin. Sinon, vraiment autopublication, c'est de plus en plus simple. Je pense maintenant, il y a beaucoup plus de plateformes qui te proposent de faire ça ou de vendre des choses électroniques de manière générale. Comme moi, j'utilisais beaucoup Gumroad à l'époque. Ah, mais il y en a plein maintenant qui font ça. Donc c'est assez facile. Ouais. Si tu devais réécrire tes livres aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? Finalement, peut-être pas grand-chose sur le. Je pense sur la méthode de distribution et tout, je pense que je changerais pas finalement grand-chose. Ça a assez bien fonctionné. Je pense qu'après c'est différent sur la méthode de production aujourd'hui parce que je pense que tu peux écrire un livre en 10 minutes. Est-ce qu'il est bien? C'est un autre sujet. Mais tu peux écrire très très vite. Donc, je pense que je changerais la méthode de production pour un livre technique comme le mien, sur aller beaucoup plus sur des trucs qui sont autogénérés. La vraie question, c'est est-ce qu'un livre comme le mien aujourd'hui pourrait se vendre et se distribuer? Je pense pas, parce que tu peux très bien demander littéralement À à l'IA? ChatGPT d'écrire le livre. Ouais, c'est. Donc il y a un côté où ça n'a pas de sens finalement, et je pense que la vente des livres informatiques en tout cas est vouée à probablement disparaître pour les livres de débutants typiquement, et comme le mien qui sont semi-débutants. Des livres qui sont beaucoup plus complexes sur des sujets de plus haut niveau, je pense qu'encore une place parce que ces livres-là et les livres d'opinion en général, et c'est forcément un peu des livres d'opinion si tu parles d'architecture. T'as un côté opinionated qui est bah ça marche pas parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai fait. Mais t'as un truc un peu plus haut niveau que juste comment ça marche le truc. Parce que comment ça marche, aujourd'hui, battre des moteurs de recherche plus des LLM, ça reste très compliqué sur des bouquins, il faut quand même Bien sûr. pas se voiler la face. Donc je pense que si je le faisais, je ferais plutôt un bouquin, entre guillemets, un truc que tu peux pas écrire finalement toi-même via LLM, c'est-à-dire parler de ton expérience, comme j'ai tout à l'heure, tu vois, de ton parcours entrepreneurial, ou ce genre de choses, parce qu'il y a que moi qui peux le raconter. Alors est-ce que je l'écrirais avec un LLM? Peut-être en partie, parce que ça me ferait Mhm. gagner du temps, et parce que je suis pas un si bon écrivain que ça, et j'ai pas le mérite qu'eux, mais je pense qu'un LLM que tu tunes un peu et sur lequel tu repasses derrière, tu pourras vraiment faire la moitié du taf de manière un peu automatique. C'est une machine à écrire finalement, donc pourquoi pas. Donc sur ce côté-là, sur le côté distribution, je pense que je reprendrai la même méthode qui est faire tous les plateaux télé, ah non, qui est juste de construire ton audience et d'aller sur les réseaux sociaux, ce qui marche le mieux. De construire une newsletter, ça marche bien aussi. Enfin, c'était un bon levier moi à l'époque du blog, les flux RSS, même si plus personne les utilise, newsletter, etc. Avoir l'adresse email des gens, ça reste le truc numéro un en marketing même aujourd'hui. Hein. Si t'as l'adresse email des gens, tu tombes dans leur inbox, tu peux les atteindre vraiment facilement, pas facilement. Tu peux les atteindre pour de vrai bien plus qu'avec des ads sur Google ou autre. Donc ça reste le meilleur moyen d'avoir un truc où tu vas dire aux gens, hey, j'ai fait ça, ça te dit ou pas? Et je repense que je referai un peu cette même méthode. Je pense que tu as clairement un créneau autour de Mergify et justement des livres que tu disais pour parler un peu de ton expérience business, etc. Parce que tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Un bouquin qui va parler de choses euh, niveau débutant ou niveau ou basique peut clairement être remplacé par un LLM. Mais dès qu'on rentre sur de l'expérience et du vécu, alors, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin sur le parallélisme assez haut niveau. Je sais que ce genre de livre, à titre personnel, m'aide beaucoup parce que je peux demander à un LLM ou à de l'IA de faire du parallélisme, à rentrer dans les détails, ce genre de choses, mais je ne suis pas sûr, à titre personnel, de comprendre réellement ce que derrière l'IA va me fabriquer. Donc, ce genre de bouquin, ce genre d'expertise me permet de vérifier et de contrôler que je maîtrise réellement là où je vais, voir s'il y a
pas ne m'envoie pas dans une impasse ou quoi que ce soit. Et au-delà de ça, il y a des bouquins que j'ai beaucoup appréciés. Je pense que tu connais Jason Fried et David and Meyer Mhm. Hanson. Et ils ont écrit Ouais. pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat, sur la manière dont ils ont monté leur business, Basecamp, 27 Signal, etc., etc. Et c'est des bouquins qui m'ont beaucoup inspiré sur la manière de driver un business, de comment le faire naître, etc., etc. Et avec Mergify, vous êtes clairement dans ce genre de démarche. Vous avez clairement quelque chose à apporter aux gens et au monde de la startup, notamment en France, parce que le business en France a quand même une petite singularité. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de Mergify et de cet aspect-là te concernant? Ouais, tout à fait. Oui, j'aime beaucoup les livres type Rework, etc. de Basecamp. C'était assez cool, j'en ai lu pas mal. Et c'est des bons ouvrages. Et c'est typiquement le genre de choses que ouais, je me vois bien faire un jour. Je sais pas si j'aurai les compétences et l'expérience pour aller dans ce truc-là un jour, mais imaginons que peut-être. Ouais, Mergify, qu'est-ce qu'on fait? Bah, nous, on est une start-up qui existe depuis 7 ans maintenant et on fait un logiciel qui aide les développeurs, les gens comme nous, à merger du code, d'où le nom, Mergify. Euh, on fait ça ouais, depuis quelques années. Ce que je dirais les particularités chez nous par rapport à pas mal de startups, c'est que dans notre domaine, déjà, on est français, ce qui est assez rare. Il y a beaucoup de boîtes qui sont plutôt américaines sur ce genre de créneau. Donc on a un peu une exception. On est bootstrap, comme tu disais, on n'a pas levé de fonds, on a commencé tout seul dans notre coin, euh, avec mon associé Mehdi, au tout début, vraiment à bricoler un truc un peu pour nous et finalement à le vendre à d'autres équipes de dev. Donc on est bootstrap, on n'a pas son investissement, on est rentable depuis le début, on fait croître la boîte de manière assez organique, en bon père de famille, on gère le business comme ça depuis le début, ce qui est pas spécialement une singularité, il y a quand même pas mal de boîtes maintenant qui prennent cette route-là, d'autant plus que, autant, enfin j'ai commencé à pitcher ça en 2020-2021, c'était pas du tout la mode, hein, parce qu'en fait c'était l'époque du ZIRP, du Zero Interest Rate Policy. Donc il y avait de l'argent partout et donc lever de l'argent à dizaines de millions, c'était, on avait des mails toutes les semaines de hey, vous voulez pas 1 million ou deux les gars? Non, merci. Et à l'époque on savait même pas quoi en faire, donc on disait non à chaque fois. Et finalement c'était pas plus mal parce que toutes les boîtes qui ont levé de l'argent à ce moment-là sont devenues parfois des zombies. Et maintenant, c'est un petit peu compliqué pour elle. Et donc, du coup, on n'a pas pris cette route-là. On a pris cette route de bosser pour nos clients et pas pour, entre guillemets, nos investisseurs ou des fonds d'investissement, etc. Ce qui nous plaisait bien, on est très pragmatique et très, on bosse pour nos clients, on fait notre produit, etc. Et ça nous évite de nous défocus sur ce côté strictement monétaire. Donc, c'est un peu ça qui est particulier. Et maintenant, c'est devenu un peu pas un standard, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se remettent à lever de l'argent maintenant que la crise de 2022-2023 est un peu passée. Mais ça a été quand même une sorte de ah oui tiens finalement être rentable c'est quand même cool en fait pour une boîte. Ouais les gars c'est quand même pratique du coup parce que comme disait Warren Buffett c'est quand la mer se retire qu'on voit qui nageait à poil. Du coup Tout à fait. là c'était voilà. Donc ça c'est cool, c'est un truc qui est pas forcément une particularité parce qu'on n'est pas les seuls. Il n'y a pas grand chose, je dirais qu'on fait, on est les seuls. C'est juste qu'on est un mix de ça, d'une boîte qui fait que du full remote, donc on a que des gens qui sont dispatchés partout en France et on n'a pas de bureau. Mais on n'est pas les seuls non plus à faire ça. Mais c'est un peu, t'as une combinaison un peu de tout ça qui fait que effectivement la Mergify c'est des gens qui se viennent pas mal d'ingénierie, parfois de l'open source, qui ont un grand côté ownership, autonomie, qui est un truc qu'on valorise beaucoup chez nous, qui sont souvent des gens assez expérimentés dans leur domaine assez pointu, qui bossent en remote dans une boîte qui est rentable, donc tu as quand même un aspect que ça qui est assez cool. On est aussi la particularité que du coup, on est une boîte qui est assez rare en France, mais on bosse aux trois quarts avec les États-Unis, donc les trois quarts de nos clients sont des boîtes américaines, des startups à des groupes Fortune 500, donc on a des grosses boîtes aussi en clients. Donc ça c'est assez rigolo parce qu'on connaît assez peu de boîtes finalement dans notre position. Moi je connais dans notre position, mais qui essaient de vendre par exemple en France ou en Europe, et c'est très difficile euh, pour diverses raisons de vendre en France et en Europe quand tu fais des trucs en plus très tech. Là où c'est très facile aux US, mais du coup nous on le fait depuis la France et moi depuis Toulouse par exemple, donc c'est quand même assez particulier. Donc t'as un peu ce mix-là finalement que je trouve assez cool en fait comme histoire, qui nous ressemble bien en fait dans l'histoire de Mergify et qui est du coup ouais, peut-être un truc qu'on racontera un jour en fait. Je me dis avec les années. Mon seul regret, c'est que je me suis rendu compte il y a quelques mois, années en y pensant qu'on avait très peu de notes autour de tout ce qu'on a pu faire finalement c'est les premières années. Un peu plus maintenant
Aussi grâce au fait que on a un peu plus de décrit, qu'on a un peu plus de LLM qui nous aide à obtenir des traces de plein de trucs, mais qu'il y a beaucoup de choses, décisions, etc., qui n'ont pas finalement de traces, donc qui seraient assez difficiles à remonter, si ce n'est par la mémoire de moi et Mehdi qui sommes vieillissants et presque séniles à ce stade. Donc ce serait un peu dur de... Mais ça devrait être assez rigolo à faire. Je me dis souvent qu'il faudra prendre plus de notes pour justement pouvoir faire un truc comme ça. Si je peux te donner un truc que j'ai découvert assez récemment, c'est OpenViking, je ne sais pas si tu connais. C'est une base de données contextuelle, c'est une base de données vectorielle que tu Ok. attaches à ton LLM, peu importe, avec Cloud Code, etc. etc. Et grosso modo, ça fonctionne avec un plugin qui fait que à chaque interaction que tu as avec lui, il va aller consulter ce contexte. Et du coup, quand tu as des discussions, quand tu as des décisions, quand tu as des interventions techniques, etc., etc., il met à jour son contexte. Alors le contexte est détaché de l'historique que Claude te fournit, par exemple. Mhm. Il appartient, il est local, il est open source, on va dire entre guillemets. Et ce qui fait que tu peux avoir une discussion a posteriori sur des décisions, sur qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, etc., etc. Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que j'ai dévié? Est-ce que j'ai des problèmes d'hygiène au niveau de mon contexte? Par exemple, tel élément qui parle, qui va dans ce sens-là de côté et qui part de l'autre côté. Et je pense que c'est un outil qui peut vous aider et qui peut vous être utile au quotidien et qui derrière peut éventuellement vous aider à concrétiser un futur livre. Ouais. Ouais, bah, c'est typiquement, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, enfin, je pense en 2026, et on commence à avoir des outils, ne serait-ce que parce qu'il y a pas mal de, pardon, de calls maintenant qu'on enregistre aussi, sur lesquels on fait de la retranscription automatique, on peut faire ingérer par des LLM pour avoir des résumés ou du contexte, ou faire plein de choses comme ça, et qu'on pouvait pas faire encore il y a Tout à un fait, an oui. ou 2 ans. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui a posteriori. Finalement, je pense que je pourrais donner tout le contexte que j'ai d'email et de meetings transcripts ces dernières années. Alors les mails, j'en ai pas mal, mais transcripts de meetings ou de conversations Slack ou trucs comme ça qu'on a plus forcément parce qu'on expire aussi le Slack. Mais et se dire, bah tu vois, là, maintenant, on fait un bouquin avec ça, ça pourrait être rigolo. Mais je pense que ouais, il y aura un truc à faire, j'espère, ces prochaines années peut-être. C'est ça. Tu cours, tu es CEO d'une boîte, tu bosses sur de l'open source en parallèle, etc. Bon, tout à l'heure tu disais que quand tu écrivais, tu avais tendance à écrire le matin. Comment tu arrives à équilibrer toutes ces activités? Et est-ce que tu as un secret qui peut aider éventuellement les autres à être productifs? Euh, Il n'y a pas trop de secret. La discipline, c'est sûr que ça aide beaucoup. Euh, ça fait un peu gros mot, discipline, dit comme ça à chaque fois, mais en fait, c'est souvent tu passes de la motivation à la discipline à en fait le côté identité, c'est-à-dire que bah, ça devient une partie de toi. Et effectivement, moi, la course à pied, j'ai commencé parce que j'étais motivé, puis après, je l'étais plus, mais la discipline a fait que maintenant, ça fait partie de mon identité. Et, toi, c'est un peu comme te brosser les dents en fait. Au début, tu trouves ça rigolo, puis après, ça t'ennuie, puis finalement, tu le fais parce que t'as pas le choix en fait. Donc, du coup, j'ai un peu tendance à prendre des trucs comme ça, donc que ce soit la course à pied ou l'écriture. J'ai encore du mal pour l'écriture à me dire vraiment, j'ai pas le choix, mais je me dis que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, où ça fait partie d'une sorte d'hygiène de vie où il faut que tu écrives, que tu balances, que tu as dans la tête à un moment sur tel ou tel sujet, ou sur tel ou tel truc. Sur mon blog, par exemple, il faut que j'écrive sur tel ou tel truc parce que ça me fait réfléchir. Et puis, du coup, le truc qui est bien, c'est que tu as des interactions avec les autres, ce qui est quand même pas mal d'avoir des avis, des opinions d'autres personnes qui disent tiens, bah ça c'est pas mal, tiens, t'as pas vu. Genre, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me balancent des rêves de bouquins du genre ah, mais ce que t'as écrit c'est tel auteur. J'étais genre je le connais pas. Bah, en fait, du coup, j'ai rien inventé, merci beaucoup. Et c'est cool, c'était un peu de la dose d'humilité où tu te dis bah en fait, je me croyais malin, mais en fait, littéralement, ce mec a lu plus de livres que moi, donc c'est cool, il peut me ramener des livres, des rêves littéraires et c'est super. Donc ça t'encourage à dire bon, ok, il faut le faire, c'est la bonne chose à faire. Donc ouais, il y a pas trop de secrets. Après, je suis un peu, je fais très très gaffe. Enfin, j'ai deux grands principes ou trois qui sont. Déjà, je suis très organisé. Non, je suis un maniaque du Google Calendar, quoi. C'est depuis 15 ans. J'essaie. Alors, je mets pas tout dedans, mais je mets mes rendez-vous, machin, pour pas avoir une sorte de charge mentale de ce que j'ai à faire. Moi, je sais pas Tout ce à que fait, je fais oui. demain, littéralement. Je joue mon calendrier le matin, je fais c'est quoi aujourd'hui, et bim bam boum, c'est marqué. J'ai des grands blancs où je peux bosser et faire ma to-do list hein, Ouais. de trucs à faire, voilà, répondre à des mails, etc. Mais si j'ai des vrais rendez-vous, des vrais trucs, ce qui permet de savoir ce que j'ai comme temps dispo. Il y a des trucs que j'arrive pas à faire et que je voudrais faire, que ce soit lire par exemple plus de trucs, lire des newsletters auxquels je suis abonné, lire des bouquins, lire. Ça, j'ai beaucoup de mal parce que c'est pas forcément le truc le plus productif, en tout cas en apparence, mais ça l'est quand même parce que ça te fait réfléchir à d'autres trucs.
Donc j'essaye de bien découper et surtout de beaucoup valoriser mon temps. Un truc que je vois assez peu de gens faire, surtout dans notre pays où c'est pas forcément un truc qui est très très ancré dans les mœurs, mais je valorise toujours mon temps. C'est-à-dire que je sais que si je passe 1 heure à faire un truc, dans ma tête, c'est 1 heure, c'est 100 euros. Donc si je dois passer 1 heure à faire un truc, je dépense mon temps comme je dépense mon argent. Donc je me dis, ok, est-ce que je mets 100 euros dans ce truc-là? Ouais, ça vaut le coup de passer 1 heure à faire ça. Donc, si c'est 1 heure pour aller courir, je me dis, ouais, ça vaut le coup. Et si c'est 1 heure pour jouer avec mes gosses, ouais, ça vaut le coup. Et si c'est 1 heure pour, je sais pas, regarder TikTok, bon, non, pas trop. Donc, je fais toujours ce genre de truc où je me dis, non, en fait, est-ce que je vais en avoir pour mon argent, tu vois? C'est quoi le ROI de ce temps que je vais passer? Donc, il y a plein de trucs sur lesquels je sais depuis longtemps que le ROI, tu vois, sur le sport ou la vie de famille, bah, il est infini. Donc, let's go, Bien sûr. il y a pas à hésiter. Mais sur des trucs, tu vois, genre écrire, genre relire un bouquin pour un éditeur, non, le ROI est nul en fait, ça va rien m'apporter. À part un livre gratuit, j'ai assez de livres, merci beaucoup. Donc j'essaie toujours de faire ça et de prendre toujours les décisions. Et c'est pas facile hein, parce que quand t'as toujours plein de choix, surtout quand t'es CEO d'une boîte et t'as des tas d'options devant toi, trucs que tu peux faire et se dire ok, tout ça je vais dire non, je vais pas le faire, je le ferai sûrement jamais. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui vaut le coup et c'est là où j'aurai le meilleur retour sur investissement. Donc c'est toujours comme ça que j'essaie de gérer mon temps parce que le temps c'est la seule ressource finie que tu n'auras plus jamais quoi. Donc c'est peut-être ma dernière heure maintenant. Non mais voilà, t'es obligé de réfléchir comme ça en fait. C'est quoi, memento mori quoi. C'est rappelle-toi tu vas mourir en fait. Donc en fait t'es toujours en mode, moi je suis toujours en mode genre ok qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais maintenant qui est vraiment important, qui va compter et qui est pas juste une perte de temps. Alors des fois tu fais des trucs qui servent à rien et je joue aux jeux vidéo aussi hein, parce que c'est cool, mais je le choisis en fait. Je fais toujours en mode je choisis de faire ça et je le subis pas parce que sinon c'est pour moi c'est un sentiment horrible de se retrouver avec du temps que juste tu dis bah tu retrouveras pas et que tu as gâché sur n'importe quoi. Donc j'essaie le plus possible de bien réfléchir à ce que je fais. Donc je fais pas tout, mais ça permet de dire bah en fait écrire c'est important donc il faut que je le fasse. Ça c'est important, il faut que je le fasse et toujours placer du temps comme ça, même si les journées ne font que 24 heures et qu'il faut dormir. Je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, c'était un peu ce qui avait émergé de la discussion de ma précédente interview avec Néo Leduc. C'est la discipline qui prime avant tout. Si tu veux avancer, il faut absolument t'y mettre et t'imposer une discipline. C'est comme pour tout, c'est comme pour le sport. Si tu veux progresser dans n'importe quelle discipline, tu dois pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et sur le rapport au temps et à l'argent, je suis 100% aligné avec ton point de vue. Moi, j'en arrive à titre personnel également à mesurer ce que me coûterait de faire appel, par exemple, à un professionnel ou à quelqu'un d'autre pour Ouais. déléguer une tâche, comparé au temps que moi je peux passer sur quelque chose et combien ça me rapporterait de m'investir moi-même sur un truc spécifique. Et du coup, je balance certains aspects de ma vie perso, je délègue ou alors je réalise moi-même parce que le ROI est plus cohérent d'un côté que de l'autre et vice-versa. C'est une très bonne philosophie, je pense. Euh, Quel est le livre qui t'a le plus marqué dans ta vie? Pas forcément un livre technique, un roman, peu importe le style. C'est une bonne question. Bah, celui de Nathan, clairement, parce que c'est ce qui m'a ouvert la porte à l'écriture et à la publication. Donc, ça a quand même été, je pense, un des plus gros livres qui finalement te raconte pas. Quand tu le lis, tu te dis, bah évidemment, c'est évident tout ça. Mais en fait, quand tu prends tous ces morceaux bout à bout, tu te dis, bah ouais, si j'applique ça, ça va marcher, puisqu'il l'a fait, ça marche. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Livre technique, je pense qu'il y en a pas tant que ça. Après, j'ai lu pas mal de livres aussi sur le côté finance. J'ai beaucoup aimé le livre. C'est un des premiers livres que j'ai lu, d'ailleurs, je crois que je l'ai là. J'ai ma bibliothèque en face de moi, regarde, c'est facile. Je vais faire de la classique de Benjamin Graham que j'ai lu il y a très longtemps. Ah oui, je l'ai lu Comment je aussi. me suis à la finance. Ouais, et qui est très bien, et qui est très vieux, et qui parle de plein de Charlie sujets, Munger. mais finalement. Ouais, ouais, Charlie Munger, j'ai lu toutes les lettres de Warren Buffett depuis les années 60, de Berkshire Hathaway, si vous voulez, il y a des compilations très marrantes à lire, qui sont plutôt cool. Ça, c'est plus sur le côté finance qui m'intéresse pas mal depuis une dizaine d'années, où j'aime bien un petit peu m'intéresser, donc c'est des trucs que j'ai bien aimé lire. Ouais, sur le côté technique, il n'y en a pas tant que ça, je trouve les livres techniques finalement très chiants en général, peut-être à part les miens, mais non, c'est en fait, il y a souvent ce côté pas ouf. Un livre qui a beaucoup marqué aussi dans les années 2010, c'était The Lean Startup de Eric Ries, Ouais. qui maintenant est un petit peu, je pense, passé, même si je pourrais conseiller de le lire, il se lit vite, il se lit très bien, mais qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur le côté startup, produit, etc., que je connaissais pas du tout à l'époque, et où j'ai fait waouh, c'est cool. Donc ça, c'était un livre qui était quand même assez cool. Euh, Après, il y a pas mal de livres, plutôt côté développement personnel, je pense, qui m'ont pas mal marqué. Je pense à
Il y a celui, je pense, de. Je vais l'auteur. Je le retrouverai. Il y a Atomic Habits que j'ai beaucoup aimé, qui m'a pas Mhm. mal aidé à développer ce côté justement identité sur ce que tu fais et que j'ai trouvé assez cool. Bon, après, c'est des livres un peu enfin, à l'américaine où le message est très court mais répété des Ouais. dizaines de fois et ça rentre dans le cerveau. Mais assez facile à lire et tout, donc c'est assez cool. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est pas mal de livres comme ça qui m'ont pas mal marqué finalement et qui te permettent de voir un peu la vie différemment, je pense, sur ce côté. Ouais, sur ce côté un peu comment tu vis, comment tu t'organises. Je trouve ça assez cool. Ouais. Un que j'ai trouvé très sympa à cheval entre le développement personnel et le business, c'est le livre de Michael Gerber. Imite le mythe de l'entrepreneur revisité. Je sais pas si ça te parle. Ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas lu. Mais je Alors, crois il que est j'en ai pas super. mal comme ça dans ma liste. Il est super, si t'as l'occasion, lis-le. Après, comme tu dis, c'est écrit à l'américaine, c'est même très. Il y a un petit côté évangélique à l'intérieur, mais le message est juste énorme, quoi. Les leçons apportées et la manière de voir un business, à titre personnel, ça m'a carrément changé mon point de vue. Arriver à corréler vie personnelle et vie privée, parce que quand tu te lances dans une business ou quand tu te lances dans une aventure, ben, il faut également prendre en compte tes attentes personnelles, là où tu veux aller, etc. etc. Et je n'avais pas forcément réalisé la connexion avant la lecture de ce livre et je me suis régalé. Et le second Ouais. livre que je lis à l'heure actuelle, c'est L'individu souverain. Je ne sais pas si tu l'as lu. C'est un Non, vieux ça me dit livre rien. qui vient d'être réédité là, aux éditions chez Consensus Network. Et super livre. Toi qui es quelqu'un de très autonome, de très souverain, je pense que ce bouquin va beaucoup te plaire. Si tu as l'occasion, je t'y admets. Je note, je note. Euh, je- on commence à avoir pas mal avancé dans la discussion. Je te propose qu'on commence à conclure. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut écrire son premier livre technique, quel serait-il? Je pense sur le côté. Je pense que si j'ai un seul conseil, ce serait vraiment de se focaliser sur le côté audience que je disais tout à l'heure, qui est vraiment l'élément principal. Et c'est un peu le conseil que je donne à tous les entrepreneurs de manière générale, c'est-à-dire de. Moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs tech, des gens, malheureusement, ils me détestent souvent parce que ils viennent avec une solution à un problème qui n'existe pas. Non, mais ils viennent avec une solution, si tu veux, et pas de communauté, en fait, pas d'audience sur, ok, mais à qui tu vas là? Donc, ils ont une solution, mais ils ont personne qui a le problème finalement. Et c'est un peu le danger, en fait, quoi que tu fasses de créatif, que ce soit une entreprise ou finalement un livre ou n'importe quoi, ça sert à rien d'écrire le livre si tu galères après, entre guillemets. Alors, si tu veux le faire pour toi, pour ton kiff personnel, et que tu vis très bien le fait qu'il soit lu par personne, bah alors dans ce cas-là, le conseil, c'est bah, juste fais-le, amuse-toi bien. Et par contre, ça risque d'être difficile d'être motivé tout le temps à long terme parce que la motivation s'épuise très très vite et il faut tomber dans le mode discipline rapidement. Mais si t'as pas un vrai objectif de dire en fait, je veux l'utiliser comme levier financier dans ma carrière pour rendre mes parents fiers, ce que tu veux, c'est difficile vraiment d'avoir ce côté motivation plus discipline à assez long terme. Donc je pense que vraiment le conseil pour moi, c'est de créer, entre guillemets, pas forcément un engouement au sens où les gens tapent à ta porte en mode genre, ouais, on veut le livre, mais en sens où tu as des gens qui se disent, ok, bah ouais, ça m'intéresse, vas-y, fais-le, et moi je suis là derrière. Et un Ça truc que je conseille prototypé. encore plus là-dessus. Ouais, ce que je conseille, et je le conseille surtout en fait aux gens qui font des applications ou des trucs comme ça, c'est parce que il a vraiment un sujet de problème dans un truc de livre, c'est un petit peu moins vrai, même sur le livre technique, t'as quand même un problème, c'est genre, je sais pas faire de Python, je voudrais faire du Python par exemple. Bah, en fait, si tu sais pas faire du Python ou que tu veux faire du Python pour de vrai, bah voilà une landing page dans lequel il y a le pitch du livre, un formulaire pour mettre ton numéro de carte bancaire. Et donc fais ça. Et si tu vois des gens qui sont tellement en mode genre je le veux vraiment, je le précommande en fait, bah écris le livre en fait. Mais prévends ton livre. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait pour le deuxième de mémoire, pour me motiver en me disant bah je le ferai si j'ai au moins 100 précommandes. Et du coup, quand tu as 100 précommandes, tu dis bah je vais faire le livre parce que du coup les gens l'attendent. Si tu fais ça, en fait, c'est plus facile d'être motivé plus longtemps et t'es obligé, en fait, t'as ce côté autodiscipline parce que du coup, t'as des gens. Alors, tu peux très bien dire, bon, les gars, je vous rembourse, c'est bon, je Ouais, prendrai pas l'argent parce que t'es honnête, etc. Évidemment. C'est pour ça que j'avais mis en bas de ma page, si le livre vous plaît pas, dites-le moi, je vous rembourse, je m'en fiche. Il n'y a pas de coût pour moi, le coût marginal de l'information, d'un PDF, voilà, c'est pas. Mais ce côté-là, en fait, qu'il faut pas sous-estimer parce que
finalement, le plus dur, c'est peut-être d'écrire, mais c'est d'écrire pour personne, finalement, parce que si tu écris en se disant, bah, je serai jamais lu, j'ai du mal à voir comment tu peux vraiment te motiver à écrire. Écrire, c'est partager un truc, partager une histoire, partager du savoir, partager ce que tu veux, et c'est cool. Je pense que nous, humains, on aime bien partager. Donc, trop bien, on partage, mais du coup, il faut que tu aies des gens en face, de l'autre côté, qui veulent bien, soient récepteurs de ton truc. Et tu peux pas, aujourd'hui, c'est le temps de cerveau disponible est quand même limité. Donc, si tu vas pas le chercher toi, gentiment en amont en faisant du réseau social ou dans la vraie vie ou ce que tu veux selon ta création. Si c'est du technique, ça va plus être des communautés en ligne par exemple. Mais si tu fais pas ça en amont et que t'as pas, en fait, tu risques d'être super déçu et de passer beaucoup de temps et finalement de te dire en avance non mais en fait personne ne le lira et de jamais le faire. Et c'est la plupart des gens, je pense, abandonnent l'écriture, quelle qu'elle soit, juste parce que tu sais derrière que tu seras pas lu. Mais si tu as 100 personnes qui t'ont dit bah moi j'ai mis mon numéro de carte bancaire, je l'ai précommandé, je le veux, ben, tu l'écriras forcément, quoi. Il y a vraiment ce truc derrière où tu dis, bah, je suis obligé, en fait. Et bah, je vais le faire, alors. Et tu le fais, et ça te pousse. Et ça, c'est vraiment un truc, si tu arrives à mettre ça en place. C'est dur, hein, parce que la plupart des gens s'arrêtent en disant, bah non, je vais quand même pas faire ça, je vais pas oser, etc. Mais il y a un côté, entre guillemets, surtout si tu fais de l'auto-édition entrepreneuriale, à pas négliger, qui fait que bah, faut vraiment prendre le truc comme ça, plus que, est-ce que le conseil c'est quoi? C'est bah, pour écrire, fais-le tôt le matin, fais ce que tu veux en fait, le matin, le soir, ce qui t'arrange. Ça, je pense que chacun est grand et peut organiser son emploi du temps. Le plus dur, c'est de tenir sur la durée, et ça, c'est un vrai truc d'avoir ce sort d'engagement social de par les autres en disant je suis obligé de le faire. Je pense que ça reste le meilleur truc. Sinon, tu as trop de chances d'abandonner. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui abandonnent, quel que soit le type de création d'ailleurs, juste à cause de ça. Parce qu'en fait, t'as pas de deadline, t'as pas d'éditeur. Sinon, passe par un éditeur qui te dira allez, il faut le faire. Je vous ai donné 500 euros. Il faut absolument écrire ce livre. Sinon, vous me les rendez. Alors, si tu arrives à te faire fouetter pour 500 euros pour écrire un livre technique, cool, du coup, ça peut marcher, mais je suis pas sûr que le levier soit très très gros, quoi. Le levier finalement social, d'avoir 100 personnes, virtuellement même, qui sont derrière toi en disant, ah, on veut le livre, est peut-être plus important qu'avoir un éditeur qui t'envoie un email toutes les 3 semaines en disant, on en est où dans le livre, etc., quoi. Bien sûr, comme disait notre précédent invité, c'est super facile de commencer un livre et c'est super compliqué de le terminer. Et il y a beaucoup de monde autour de lui qui lui a posé des questions sur comment se lancer. Bon, lui, il a fini son livre, mais il disait que plein de monde autour de lui s'était lancé et s'était arrêté au deuxième chapitre, quoi. Et puis, Ouais. avait jamais redémarré. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer un truc qui t'aurait fait gagner du temps, hein, qui t'aurait permis de... Hmm, je pense que le truc qui me fait le plus perdre de temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la relecture quand tu penses que les autres vont t'aider. Alors, c'est pas pour critiquer les autres, hein, mais c'est juste qu'en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu surestimes beaucoup, les gens surestiment, et c'est vrai pour les entrepreneurs, surestiment beaucoup l'intérêt que leur entourage va en porter à ce qu'ils font. C'est-à-dire que si tu dis à tes potes, même tes collègues, je vais écrire un livre technique ou n'importe quoi, ils disent, ah c'est super, super idée. Ok, tu vas me l'acheter? Oui, oui, bien sûr. Donne-moi 30 euros maintenant. Ouais, demain je te les ramène. Bah, tu les auras pas. Et ça, en fait, tu as tendance à surestimer ce truc-là. Et moi, j'avais surestimé, par exemple, les gens qui m'ont dit, ouais, je relirai ton livre, bien sûr, en fait. Et du coup, tu perds 3 mois à attendre des gens qui vont jamais relire ton livre, en fait. Pas parce qu'ils t'aiment pas, mais juste parce que t'es pas dans leur priorité, c'est pas leur projet, etc. C'est compréhensible. Bien sûr, Donc ça, je pense que c'est le truc où j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. Où en fait on m'aurait dit non non mais démerde-toi tout seul en fait. Ils vont pas t'aider, pas parce qu'ils t'aiment pas, mais juste parce que c'est pas leur délire, ils vont même pas lire ton livre en fait, ça t'intéresse pas. Donc ça je pense que c'est un truc qui vraiment sur lequel on me l'aurait dit, j'aurais peut-être perdu moins de temps la première fois. Ça aurait pu me décourager, tu vois, ça aurait pu me dire ah bon en fait j'ai pas de relecteur, du coup je peux pas publier parce qu'en fait je suis un imposteur et si personne me valide dans mes connaissances, dans les experts que je connais, bah c'est compliqué quoi. Donc ça c'est un peu un truc sur lequel faut faire attention quoi. ouais, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, un truc qui est sympa avec Internet maintenant, c'est que ça trouve quand même pas mal d'opportunités. Tu parles de Fiverr pour avoir trouvé tes relecteurs, etc. Même dans le cas d'une entreprise, c'est vrai, il y a beaucoup de gens attendent d'avoir le comptable, l'expert comptable, les statuts, etc., etc. Tout prix, on dirait un peu un lancement d'une fusée dans l'espace. Alors qu'en réalité, tu as accès à pas mal de monde avec des expertises bien spécifiques sur des plateformes type Fiverr qui peuvent te permettre de débloquer des sujets assez rapidement sans y laisser un bras et de faire avancer et puis de build step par step.
Ouais, mais ça c'est parce que tu as souvent tendance, enfin les gens ont souvent tendance, dans ce que tu décris, à résoudre les problèmes faciles en premier et pas les vrais problèmes. C'est-à-dire que C'est ça. monter une boîte, trouver un comptable ou machin, ou écrire un bouquin, entre guillemets, c'est C'est secondaire. facile. Ouais, non mais c'est facile, c'est le vrai problème, c'est est-ce que les gens vont l'acheter? Bah du coup, c'est directement le problème qu'il faut résoudre. Enfin, si ton C'est ça. objectif c'est de le vendre, hein, encore une fois. Donc en fait, c'est tu fais une page, tu dis bah là, carte bancaire, c'est ici, rentrez-le. Et c'est ce que je dis aux entrepreneurs en disant quand ils veulent monter, j'ai vu des gens qui avaient écrit des applications pendant un an et demi, enfin, avant 2026. Et du coup, qui disent voilà, j'ai fait ça, etc. Et maintenant, comment je le vends? Je sais bah c'est trop tard en fait, tu l'as fait. Donc maintenant, je sais pas comment tu le vends, fallait voir ça il y a un an et demi quoi. Parce qu'en fait, si tu le vends pas, t'as perdu un an et demi de ta vie et tu vas déprimer quoi. Mais c'est ce qui se passe souvent, c'est ce qui se passait. Donc ça c'est difficile, ouais. Il faut vraiment dire, en fait, si une fois que les gens sont à ta porte virtuellement en train de dire, mais on veut ce truc en fait, parce que vraiment on en a besoin, que ce soit la lecture, que ce soit ce que tu veux, une application, une entreprise, etc., une boulangerie, bah ouvre-la. Mais sinon, en fait, ça sert à rien parce que tu veux juste de galérer et de foirer ton projet. Du coup, les gens essaient de faire une étude de marché, etc., pour dire oui, ça pourrait marcher, etc. Mais c'est même pas finalement la meilleure approche. Et c'est pour ça que j'aime bien, je disais, le fake it until you make it en fait. C'est ça, c'est Moi, si exactement ça. demain je veux ouvrir une boulangerie, bah je fais du pain dans mon four et je me mets devant chez moi parce que peut-être c'est pas là que je veux l'ouvrir, mais peu importe. Oui, Et je me oui. mets à vendre du pain. Et si je vois que les gens viennent sonner chez moi le dimanche et on peut avoir du pain, bah j'ouvrirai une boulangerie. Mais pas avant en fait. Et après, je montrerai une boîte et j'appellerai un comptable. Ça, c'est des problèmes secondaires, c'est des problèmes faciles qu'on a résolus des Bien dizaines, sûr. dizaines de fois. C'est pas le truc à faire en premier parce que c'est pas les vrais problèmes difficiles. Et du coup, écrire un livre, c'est pas difficile parce que, bon, il suffit de prendre un ordinateur, un clavier ou un crayon si vous voulez, se mettre devant un truc et de l'écrire. Et si c'est dans votre tête, etc., vous avez déjà le truc que vous savez ce que vous voulez faire, etc. Donc c'est difficile de tenir sur le long terme, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut du carburant. Et le carburant de la motivation, de la discipline, bah, c'est soit un engagement social qui est, eh, les gens l'ont acheté, ou mon éditeur me tape dessus, et ça tient sur le long terme, où je me suis engagé, c'est ce qu'on dit aux gens d'arrêter de fumer. Et si vous arrêtez de fumer, dites à tout le monde que vous arrêtez de fumer, parce qu'en fait, vous ne pourrez pas recommencer, vous passerez pour un con, quoi. C'est un peu ce truc-là, c'est qu'il te faut une sorte d'engagement social, il faut utiliser ton cerveau, il faut triquer ton cerveau pour lui dire, en fait, tu es obligé de le faire, quoi. Sinon, c'est trop difficile. C'est clair. Petite question rapide. Café ou thé quand tu écris? Plutôt thé, en fait, je suis plutôt café, mais en fait, pour écrire, j'aime bien le thé. Playlist ou silence? Non, pas silence, par contre, mais c'est musique, forcément. Le meilleur plat que tu as fumé au smoker? C'est assez rare à faire, mais je fais du brisket, plutôt poitrine de bœuf fumée. Mais c'est assez dur de trouver les bons morceaux en France, ça se fait pas beaucoup. C'est beaucoup des cuts américaines. Et alors, te demander ça à un boucher en France, c'est toujours la galère. Mais c'est très bon sinon. Ton top 1% en FPS, c'est quel jeu? Alors, c'était il y a longtemps, c'était CSGO, il y a quelques années. Très très bon. Maintenant, je suis plus sur Apex et je suis plus dans le top 5%, je pense maintenant. J'ai un peu baissé quand même. Le livre technique que tu recommandes à tout le monde? Technique, j'en ai pas, je suis désolé, mais vraiment technique, c'est trop souvent. À part celui de Dimitri sur PostgreSQL Postgre. parce qu'il est génial. C'est ça. Ouais, The Art of PostgreSQL, si vous faites du Postgre, achetez ce livre, il est trop bien. Mais sinon, en vrai, c'est parce que c'est le livre que j'aurais voulu écrire en fait et lire sur Postgre, et donc c'est trop cool. Mais sinon, sur les autres en général, j'ai beaucoup de mal. Et avec le temps, je suis vieux maintenant, donc il n'y a pas grand-chose, enfin, entre guillemets, sans vouloir être prétentieux, mais il n'y a pas grand-chose que les livres m'apprennent finalement, où il y a des petits bouts d'un livre, mais lire tout le livre pour apprendre un petit bout dans un chapitre coincé, j'ai un peu plus de mal maintenant. Je fais beaucoup de lectures, mais pas forcément dans des livres, finalement. Beaucoup de veille, mais pas forcément dans des bouquins maintenant. Un seul mot pour décrire ton parcours d'auteur. Euh, je dirais hasardeux. Pour conclure, on va récapituler où est-ce que les gens peuvent te trouver et te suivre et trouver tes livres. Donc, tu as un blog, tu as également une présence sur Amazon. Je te laisse donner Ouais, les autres. ma source principale aujourd'hui, si vous voulez me suivre, c'est ma newsletter et mon blog sur julien.danjou.info. C'est là où j'écris quasiment toutes les semaines, principalement sur tout ce qui est la tech, on mettra les liens, ouais, tout ce qui est tech, IA, etc. Développement logiciel en général, ce qui m'intéresse, je reste sur des sujets quand même assez techniques, généralement. Et sinon, je suis relativement actif sur LinkedIn et sur X en ce moment. C'est là où je suis le plus actif, ouais. Un dernier message pour les auteurs en herbe qui nous écoutent.
Bah, franchement, si vous pensez écrire, faites-le. C'est quand même super cool. C'est quand même un grand achievement d'avoir un bout de papier à la fin, obligé de le faire imprimer. Donc faites-le. Juste, faut se méfier de tous les pièges qu'on a évoqués aujourd'hui, c'est-à-dire sur le côté discipline, etc. Mais fixez-vous des objectifs pas trop gros, surtout pour les premiers. C'est comme tous les arts, il faut 10 000 heures pour être un expert, et les premières pages sont nulles. C'est pas grave, tout le monde commence comme ça. C'est toujours nul au début, ça s'améliore, donc faut, comme je disais, écrire au kilomètre, publier un livre qui sera pas terrible pour en faire un deuxième derrière, qui sera mieux, etc. Et c'est comme tout, donc faut pas hésiter. Je pense que c'est d'autant plus difficile quand on commence, entre guillemets, potentiellement tard, où on a moins l'habitude d'apprendre de nouvelles choses, etc. Pour beaucoup de gens, c'est vrai. Mais non, faut pas hésiter, c'est quand même un super achievement et ça ouvre pas mal de portes, ne serait-ce que d'un point de vue social, de reconnaissance, qui sont toujours intéressantes et flatteuses, même si votre livre est nul. Sachez-le. Julien, un grand merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver Julien et ses livres. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez aimé cette conversation sur le parcours d'un auteur, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Retrouvez également nos liens et nos newsletters en description. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.